avec les mortiers d'artifice. J'avais déjà trop de poubelles en feu. Voilà ces images en direct, bien sûr, comme nous allons avoir tout le restant de la soirée sur LCI. Sur ce plateau ce soir pour vous commenter et essayer de saisir la liesse d'abord et tout ce qui va s'en suivre. Fabien Antoniente, bonsoir Fabien. Ouais. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur et immense supporter du PSG, bien évidemment. Et vous avez publié un livre qui vient de sortir et qui porte ce beau titre. Alors, on n'attend pas Fabien ? Point d'interrogation, qui est publié aux éditions Stock. Merci d'être avec nous ce soir. Pierre Maturana, bonsoir. Bonsoir, vous êtes directeur de la rédaction de sofoot.com. Merci d'être avec nous ce soir. Bruno Pomar, bonsoir Bruno, vous êtes ancien instructeur du RAID, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure. Vincent Crouzet, bonsoir Vincent. Bonsoir. Alors vous êtes expert du renseignement et écrivain, on le sait, et sur les plateaux internationaux vous êtes très souvent là, mais vous êtes également fan de foot et vous avez beaucoup de choses à dire sur le foot, donc je suis très contente de vous avoir avec nous ce soir. Vous aussi, vous avez écrit un livre, mais un livre qui est votre autobiographie en tant qu'espion, ancien agent de la DGSE. Décidément, ce soir, j'ai vraiment du beau monde. Enfin, vous êtes là, Jeanne Dauteter, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes ex-maire de l'arrondissement, du 8e arrondissement de Paris. Et également, j'ai Alexandra Guillet. Alexandra, bonsoir. Bonsoir. Merci, vous êtes journaliste, police-justice, TF1 LCI. Mesdames, messieurs, je pense que vous le savez déjà tous, mais je vais quand même le répéter parce que c'est une information saillante, une information très importante ce soir. Le PSG a bien mérité sa 2e étoile après une nouvelle consécration en Ligue des Champions ce soir à Budapest, au terme d'un match qui s'est terminé à 1-1 à la fin du temps réglementaire et qui s'est prolongé sur une séance de tirs au but insoutenable. La délivrance de la victoire, c'était d'ailleurs, justement, on va vous le repasser, au 10e tir au but décisif du joueur d'Arsenal, Gabriel, qui a raté son tir. On l'écoute. Oh, c'est au-dessus! Nouvelle fois cette Ligue des Champions! Encore un petit peu plus dans l'histoire, dans la jambe même. Voilà, donc c'était évidemment le début de la liesse. Pierre Maturana, expliquez-nous, c'est quand même la prouesse de cette seconde étoile. Ouais, c'est un exploit phénoménal dans l'histoire du sport français, dans l'histoire du foot aussi, parce qu'il y a très peu de clubs, et même parmi les très grands clubs qui ont réussi à gagner 2 fois de suite cette compétition. Je crois qu'il y en a 8. Ouais, il y en a peu, je les ai pas peut-être, mais il y en a peu. 8 clubs, et je me suis un peu documenté. Ouais, je crois qu'un club. Mais 2 fois de suite, c'est rarissime. C'est très très rare parce que c'est très dur à faire. C'est une compétition qui est hyper exigeante. La pression est énorme, elle demande beaucoup de moyens, beaucoup de concentration et parfois soit un peu de chance ou énormément de qualité. Et Paris a tout ça et ils ont réussi avec un projet extraordinaire à aller au bout 2 fois de suite et c'est un jour hyper important pour le sport français. Oui, Fabien Antoniente, alors bon, le PSG, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le plus grand club de foot français? J'imagine que vous n'allez pas me dire le contraire. Il est passé dans une autre dimension, le Paris Saint-Germain, puisque ce soir. Ah oui. Il est passé il est maintenant comme le Real Madrid, comme l'AC Milan, comme des grands clubs européens. À cause de ce titre. Parce qu'il y a déjà 2 étoiles. Oui. Et la première, on aurait pu dire mais il y a eu déjà un changement de projet en 2023. Quand ils ont décidé de faire un collectif avec le président, il y a une colonne vertébrale, le président, Luis Campos, le directeur sportif, oui, et l'entraîneur. Et là, on a un club très bien structuré. À partir de 2023 ? Mais attendez... Ils ont choisi des jeunes joueurs, des joueurs maintenant qui s'imposent, mais on les connaissait pas. Vitinha, Rohan Neves, vous les connaissez, mais non, mais c'est bien de les citer. Voilà. Et je trouve que maintenant, il y a un projet collectif et qui embrasse, parce que là, je suis dans Paris. Oui, vous étiez où ? Mais vous étiez... Bon, pourquoi vous n'étiez pas à Budapest ? Parce que j'ai été le voir dans un cinéma de quartier latin. Dans un cinéma ? Donc dans un cinéma, maintenant, on diffuse du foot. Oui, dans un cinéma d'auteur. Parce qu'en fait, je connais la famille Chama, les enfants d'Isabelle Huppert. D'Isabelle Huppert, oui. Qui tiennent des cinémas de quartier. Et ils avaient projeté la finale.
et nous étions tous ensemble. Le cinéma était plein. C'était la liesse. C'était la liesse. C'était la calor. C'était la calor. Ah oui. Non mais la calor, elle était aussi dehors. Hein. Elle était partout la calor. La calor, elle est partout. Et là, je sens une odeur de soufre dans Paris quand j'ai traversé Paris. Oui. Je pense que ça va s'embraser, mais j'espère dans le bon sens. Oui. Mais parce que le scénario a imposé aussi cette libération. Et le scénario est insoutenable. Oui, Bruno Pomar, justement, sur les possibilités d'embrasement par rapport à ce scénario insoutenable que définit si bien Fabien. Bah écoutez, oui, c'est la soirée, la nuit arrive, donc on le sait tous, 20 000... Vous voulez dire l'obscurité ? L'obscurité, oui, va poser des problèmes à nos forces de l'ordre. Il faut savoir qu'il y a 8 000 forces de l'ordre sur Paris, 20 000 en France, parce qu'il y avait d'autres secteurs évidemment aussi à sécuriser, mais effectivement la grande question c'est la rencontre, je dirais, potentielle entre les grands événements qui est à côté de cette finale, évidemment, avec le Stade de France, avec l'Arena, enfin bref, ces grands événements qui y a autour de Paris, qui vont faire sûrement converger des curieux ou des potentiels supporters du PSG qui ne sont pas venus voir le match au Parc des Princes. Et là, ça va poser sûrement des problèmes à nos forces de l'ordre qui sont encore une fois très organisées sur ce sujet-là. Quand on voit ce qui se passe, effectivement, la gestion des un peu plus de 1000 casseurs, disons, mais c'est énorme. Et les dizaines de milliers de personnes qu'il y a, bien, encore une fois, c'est un travail de fourmi à mener pour nos forces de l'ordre. Vous vous rendez compte quand même que dans une France qui était triste, il se passe quelque chose de joyeux. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, je regarde toujours le verre c'est plein. Ça que vous retenez, vous, Fabien. Je regarde pas le verre vide. Pour le moment, on est au tout début. Macron a dit une nouvelle étoile brille sur Paris. Moi, je dis sur la France. C'est général, c'est fini maintenant. C'est Paris. Tout le monde est supporter du Paris Saint-Germain ce soir. 20 effectivement des forces de l'ordre ont été déployées en France et dans tout Paris, dans toute la France et dans tout Paris pour ce match de foot qui était, je le rappelle, quand même disputé à 1500 km d'ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce soir, donc dans quelques minutes, à partir de à peu près dans moins d'une heure, peut-être près de 190 000 personnes vont se croiser dans les rues de Paris. C'est ce qu'on appelle le moment des flux croisés, justement, le croisement des foules et toutes ces foules qui ont un profil absolument très différent, puisque à Paris, ce soir, en 4 lieux différents, il y avait un grand événement, celui, bien sûr, retransmis en direct au Parc des Princes, on vient de le citer, mais il y a également, actuellement, qui est en train de chanter au Stade de France, Aya Nakamura. Le Stade de France, c'est 80 000 personnes qui sont encore à l'intérieur du stade en ce moment. Elles vont sortir vers 23h15, 23h30. À Paris, la Défense Arena, il y a un concert de Damso, un rappeur, 40 000 personnes y sont. À l'Accor Arena, à l'intérieur de Paris, il y a Booth, un autre rappeur qui donne un concert. Il y a 20 000 personnes. Et puis, il y a Roland Garros. Nous ne sommes pas très loin ici à la tour TF1. Si on compte, en tout, ça fait à peu près 190 000. Ça, Bruno Pomar, c'est quand même un véritable défi de faire se croiser ce flux. La préfecture de police a dit qu'il y aurait plusieurs centaines de milliers de personnes à Paris ce soir, en mouvement. C'est un défi que doivent relever nos forces de l'ordre. D'ailleurs, même on peut se poser la question... Comment on a pu programmer autant d'événements en même temps ? Bon, ça c'est une question, c'est facile de le dire sur un plateau, mais effectivement, parfois ça pose des questions. Compte tenu que ces événements parallèles, comme vous l'avez dit, ce sont des événements de rap, particuliers qui drainent quand même des foules assez particulières et donc on peut, je dirais, se poser des questions quant à la fin de la soirée. Là pour l'instant effectivement ça temporise, on le voit bien, parce qu'encore une fois les forces de l'ordre sont en nombre considérable. Il faut penser d'ailleurs aux pompiers aussi, plus de 2500 pompiers et secours sont présents évidemment pour assurer les évacuations et encore une fois la soirée va être très très longue pour nos forces de l'ordre. Il faut rappeler que nos forces de l'ordre sont sur le terrain depuis ce matin très tôt avec près de 20 kilos de matériel sur le dos. Oui, mais on va revenir sur tout ça, évidemment, dans le détail tout au long de la soirée. Mais pour le moment, prenons la direction de Budapest. Budapest, où nous attend Yann Ovin. Yann Ovin, vous êtes journaliste de TF1 qui était à l'intérieur du stade à Budapest pour suivre ce match, bien sûr, pour TF1. Comment c'était ? Quelle était l'ambiance pendant tout ce match ? Et vous étiez, j'imagine, auprès des supporters français également. Des
des supporters, mais aussi pas très loin des joueurs. Voilà pourquoi je redescends seulement maintenant, ici devant vous, et je peux être en duplex, parce que oui, les joueurs ont pris énormément le temps avec cette coupe, les uns après les autres. Le staff, les uns après les autres, dans le personnel de cette équipe du Paris Saint-Germain, pour soulever ce trophée, en profiter avec du collectif Ultra Paris, notamment les supporters qui sont les plus abonnés depuis le plus longtemps possible. Et c'est vrai qu'il y avait une ambiance de plus en plus tendue, évidemment, tout au long de cette rencontre. Donc la libération tout à la fin, les Parisiens, allez, on l'a entendu cette chanson, histoire de pouvoir porter ces joueurs, et notamment évidemment lors de cette séance de tir au but. Je me concentre parce que c'est vrai que c'est important. Alors vous êtes concentré ou pas, vous? Super concentré, ouais. Bravo. Non, combien on en a? Qui c'est qui a gagné? Je sais pas. Bon, vous voyez, on a du mal à garder un peu son sang-froid ici, ou encore son calme. Évidemment, il y a beaucoup d'euphorie autour de ce stade de Budapest. Merci Yanovin. Effectivement, c'est normal qu'il y ait beaucoup de liesse, de joie, d'enthousiasme derrière vous. Justement, Fabien Toniente, donc là, Yanovin nous expliquait qu'il se trouvait avec des supporters du PSG, des ultras du PSG, qui sont ses supporters, mais ils sont tous ce soir, évidemment, dans l'immense joie. Et ça n'a pas été toujours le cas dans la longue vie du PSG. Paris Saint-Germain, parce que dans l'hymne du Paris Saint-Germain, enfin, le chant dit « Après tant d'années de galères et de combats, on va se casser la voix ». Bon, voilà, c'est vrai qu'on a vécu pas mal d'années. Vous êtes fan de la première heure? Ah bah de la première heure. Mais moi je pense à tous ces supporters parce qu'ils ont quand même fait des sacrifices énormes financiers pour aller là-bas. Et je pense que leur voyage va être récompensé par une joie inouïe. Ils vont se rappeler toute leur vie de ce voyage. Oui. Voilà. Oui, effectivement, c'est alors Vincent Crouzet, vous êtes fan du PSG? Non, ou pas. Vous n'osez même pas dire. Voilà. Alors, ne me piégez pas, parce que quand je n'œuvre pas ici, j'habite dans un village à 70 km de Marseille. Ah d'accord. Voilà, donc on est encore, voilà. Donc si je dis que je suis ouvertement fan du PSG, je vais avoir des problèmes en rentrant au village, tout simplement. Non, mais j'étais très fan du PSG de l'époque de Nizo, etc. J'ai vécu une expérience un peu particulière ce soir. Dans mon quartier, bon enfant du 13e arrondissement, c'était très sympa. On avait déjà un peu picolé au terrain, etc. C'était très très sympa. Et en arrivant porte de Saint-Cloud qui était fermée, j'ai eu le malheur de descendre sur le périph' parce que mon taxi ne pouvait pas accéder à... Vous êtes sorti sur le périph', vous, à pied à pied pour pouvoir rejoindre la tour TF1 où nous sommes, c'est cela? Pour vous rejoindre, Anne. Je suis prêt à beaucoup de sacrifices. Pour nous rejoindre l'émission. Merci beaucoup. Mais que s'est-il passé à ce moment-là? Parce que c'était en plein pendant le match. Donc les personnes que vous avez croisées n'étaient pas en train de regarder le match. Non, sur la bretelle qui montait sur la porte de Saint-Cloud, il y avait déjà une dizaine de groupes qui étaient rassemblés avec des mortiers d'artifice. Il y avait trois poubelles qui brûlaient. Et ces gamins n'étaient vraisemblablement pas là pour fêter, célébrer la victoire du PSG. D'ailleurs, ils ne regardaient pas le match. Ils étaient prêts à bloquer le périph' ou à monter sur la porte de Saint-Cloud. D'ailleurs, Brendan Warrett les a malheureusement rencontrés tout à l'heure. Donc, pour la première fois de ma vie, j'ai serré les fesses en arrivant à LCI pour tout dire, parce que j'étais pas très très à mon aise. Alors justement, nous allons rejoindre Brendan Warrett qui est en ce moment même, qui était aux abords tout à l'heure évidemment du stade, qui était pendant tout le match autour du stade, aux abords du parc. Il est avec Olivier Martin. Brandon, quelle est la situation maintenant? C'est-à-dire, c'est plus calme, tout le monde est parti tranquillement? Bonsoir Anne, effectivement. Alors non, il y reste encore des supporters qui étaient dans le Parc des Princes, à environ 500 mètres derrière nous, 47 500 personnes au total, imaginez. Donc ça prend du temps à affluer. Et puis il y a un problème sur cette place de la porte de Saint-Cloud, c'est que les métros sont fermés. Forcément, il y a une population très disparate, énormément de monde sur cette place. Et depuis tout à l'heure, on assiste à des allers-retours des forces de l'ordre qui, on peut le dire, sont un peu perdus ce soir, pris au dépourvu, parce que il y a beaucoup de petits groupes très fractionnés, segmentés un peu partout à différentes portes avec des tirs de mortiers d'artifice. On a assisté d'ailleurs à plusieurs arrestations. En conséquence, forcément, vous l'imaginez, pour dissiper cette population, il y a des tirs de gaz lacrymogène et toujours autant de monde sur cette place. Justement, nous sommes avec Nathan et Paul. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. On était avec vous il y a quelques instants, avec ce monsieur derrière, un gendarme mobile. Lorsqu'il y a eu ces tirs importants, vous avez voulu fuir. Vous vous sentiez inquiet là par la situation qui dégénérait? Un peu, parce que ça
fait un peu mal déjà, et que aussi ils savent pas faire la distinction entre casseurs et fêtards. Nous on est venus pour fêter, on célèbre la finale de la Ligue des Champions, on a gagné, on a notre 2e étoile et allez Paris. Et justement Paul, de voir autant de monde, c'est tirs, c'est beaucoup de personnes ont couru tout à l'heure, on était un peu perdus, même nous, d'ailleurs on a une sécurité avec nous qui nous accompagne, on a vu des gaz lacrymogènes un peu partout, vous sentiez comment à ce moment-là? En fait à ce moment-là, quand j'ai vu autant de gens, j'ai un peu stressé car je savais pas dans quel sens courir, car comme on a pu le voir, les CRS ils chargeaient dans tous les sens et ça m'a fait un peu peur car ils nous tiraient dessus avec des flashballs et comme Nathan l'a dit, ils savent pas faire la distinction entre casseurs et ceux qui veulent venir fêter pour la Parlons du positif aussi, c'est la victoire du Paris Saint-Germain, une 2e étoile, 71e édition. Après tant d'années de galères et de combats, Nathan, est-ce que ce soir vous allez vous casser la voix? Je vais me casser la voix, casser la gueule, on va tout casser ce soir. 31 mai 2025, c'était une année historique. 30 mai 2026 et bientôt 31 mai dans quelques minutes. C'est une année légendaire là pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous vous souviendrez de ce jour-là? Je m'en souviendrai toute ma vie, j'en parlerai à mes enfants. Ça va être magnifique et ça restera gravé dans nos mémoires, monsieur. Il y a votre voix qui est un peu cassée. Là, c'est quoi la suite du programme? Vous avez quitté le stade maintenant? On va bouger, on va faire la fête et on va essayer d'éviter un peu toutes les CRS, les charges, tout ça. Et on évite tout ce qui est flashball. Parce que ça tire encore juste derrière nous. Bonne soirée à vous et peut-être à l'année prochaine pour une 3e étoile. La 3e étoile. Merci messieurs, bon courage. Et vous le constatez, Anne, il y a encore beaucoup de monde et tous ces tirs qui se multiplient et ces forces de l'ordre qui tentent donc de disperser cette foule qui est toujours aussi importante sur cette place de la porte de Saint-Cloud. Merci Brandon Warrett, merci d'avoir été avec nous en direct de non loin d'ailleurs de la tour TF1 aux abords du Parc des Princes. Alexandra Guillet, que disent les forces de l'ordre sur effectivement ce qui est en train de se passer, ce que nous a décrit par le menu Brandon Warrett et qui a d'ailleurs été confirmé par ses interlocuteurs, c'est-à-dire le fait que finalement il y a déjà des concentrations de personnes et ces personnes ont déjà des interactions avec les forces de l'ordre. Oui, on se rend bien compte qu'on a un peu de salles de ambiance, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de scènes de liesse, de gens qui font la fête, et en même temps, on a des groupes qui font quelques dégradations, qui cherchent les forces de l'ordre. C'est une des principales préoccupations. Il y a essentiellement un point de crispation actuellement et qui est autour de la porte de Saint-Cloud qui se situe en fait à proximité immédiate pour les gens qui connaissent pas du Parc des Princes où a été retransmis ce soir le match et où se trouvaient 40 000 supporters dans l'enceinte de ce stade. Donc ils sont en train de sortir et effectivement depuis le coup d'envoi de ce match, les forces de l'ordre dans ce secteur ont maille à partir de manière assez sporadique avec des petits groupes qui viennent leur relancer des projectiles, qui viennent brûler quelques vélos et qui viennent les chercher en fait. Et du coup, il y a des tirs de mortier d'artifice, des ripostes à coups de gaz lacrymogène. Il y a eu des interpellations. On en est à 45, mais le bilan pour l'instant n'est pas encore actualisé. Il remonte déjà à 20h30, donc on peut imaginer qu'il est un peu augmenté depuis. Voilà, donc ça reste quand même maîtrisé, circonscrit dans ce secteur-là. Et puis il y a les Champs-Élysées qui vont être certainement la prochaine étape et le prochain lieu vraiment où les forces de l'ordre vont avoir du travail. C'est un lieu évidemment de rassemblement. Il y a beaucoup de contrôles qui sont faits. Ça a été piétonnisé. Il y a des filtrages. Il y a plus de 2500 policiers rien que pour le secteur des Champs-Élysées. 8000 en tout sur Paris et l'agglomération, mais 2005 rien que sur ce secteur. Oui. Et quelques petits épisodes de tension, mais rien de bien méchant jusque-là, on va dire. Évidemment, on n'est qu'au tout début de la soirée. Donc, vous l'aviez rappelé tout à l'heure, Anniva, les forces de l'ordre vont avoir non seulement ça à gérer, mais aussi, dans l'heure qui vient, à la sortie de 3 énormes concerts à la Défense, à Bercy. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de Paris. Forcément, ça entraîne des énormes flux. On peut imaginer qu'une partie d'entre eux, en plus, vont avoir entre-temps appris la victoire et vont vouloir peut-être eux aussi participer à la fête. Ça fera autant de monde. La préfecture de police a dit qu'elle s'attendait à plusieurs centaines de milliers de personnes en cas de victoire ce soir et elle s'inquiète également de la victoire. Ça peut paraître paradoxal, mais si la victoire, il y a plus de monde dehors et il y a plus de risque de tension et de dégradation. Voilà. Après, ils ont pris des mesures.
on peut espérer que ce dispositif, faut quand même, l'année dernière où il y a eu des débordements, on était à 5400 forces de l'ordre mobilisées, là on est à plus de 8000. Oui, plus de 8000. Justement, vous avez raison de souligner, ce soir est un soir de liesse, et la liesse peut potentiellement apporter plus de problèmes, parce que plus de monde dans les rues, et là c'est un défi particulier pour nos forces de l'ordre. On va bien sûr vous poser la question, Bruno Pomar, mais tournons-nous avant vers vous, Guillaume Fard. Bonsoir Guillaume, vous êtes consultant police-justice TF1 LCI, habitué de nos plateaux. Vous avez déjà, je crois, quelques chiffres, quelques détails précis de là où en est la police. Est-ce qu'il y a déjà eu un certain nombre d'interpellations, de perquisitions? Où en est-on? Alors, moi, j'ai pas de chiffre précis d'interpellation. En revanche, j'ai, comme beaucoup, des contacts avec des policiers engagés ce soir à Paris, quelques remontées de terrain. Et ce qui ressort, c'est que déjà la situation est assez délicate. C'est-à-dire que il y a plusieurs points qui sont des points de crispation dans le quartier de Châtelet-Léal, aux abords du Parc des Princes, ça a été rappelé, dans le quartier des Champs-Élysées, aux abords du commissariat du 8e arrondissement, qui se situe au niveau du Grand Palais, dans le 8e arrondissement de Paris, où il y a eu là aussi des tensions, des échauffourées. Et ça n'est que le début de la soirée. Ce qui est difficile pour les effectifs de la préfecture de police de Paris engagés ce soir, c'est que il y a de multiples points de rassemblement avec des violences qui sont commises. J'en ai déjà cité 4 ou 5, et que ceux qui commettent ces violences sont mobiles, c'est-à-dire qu'ils se déplacent dans la capitale, et qu'il est difficile d'anticiper où est-ce qu'il va y avoir des points de tension tout au long de la soirée. Face à cela, la préfecture de police, et Alexandra Guillet le rappelait, a sensiblement augmenté ses effectifs par rapport à l'année dernière à la même date, c'est-à-dire plus 50% d'augmentation. On est passé de un peu plus de 5000 policiers engagés à 8000, avec un pari qui est celui non seulement de la mobilité, mais de l'interpellation. Et l'analyse que moi je fais à ce stade, c'est que ce qui va être véritablement déterminant, c'est la capacité des effectifs engagés à interpeller tout au long de la soirée, pour une raison très simple. Plus vous interpellez, plus vous sortez des rues des gens qui commettent des violences. Et donc, par définition, ils ne peuvent pas continuer de les commettre puisqu'ils se retrouvent placés en garde à vue. Donc, il faut interpeller beaucoup. Mais pour interpeller beaucoup, il faut être en surnombre, il faut beaucoup d'effectifs. Et le défi, c'est le défi de la mobilité, parce que vous êtes face à des gens qui se rassemblent à un endroit, commettent des violences, repartent à un autre. Et ça risque d'être ce jeu-là toute une partie de la soirée, voire même une partie de la nuit. D'accord, merci beaucoup Guillaume Fard. Bien sûr, si cela est nécessaire, on aura plaisir à vous retrouver tout à l'heure. Jeanne d'Hautesserre, vous avez été justement maire de ce 8e arrondissement de Paris, qui était cité à l'instant par Guillaume Fard, puisque autour du commissariat du 8e, il y a déjà, dès maintenant, un petit point de friction ou de tension. Est-ce que ça a souvent été le cas par le passé? Écoutez, de ce que je sais et de ce que j'ai vécu, effectivement, les casseurs, les voyous, la racaille, elle est présente que pour chercher un affrontement avec les forces de l'ordre. Mmh. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire c'est le but recherché, selon vous? C'est le but recherché. Ils viennent juste pour affronter les forces de l'ordre. Donc, ils attendent un peu plus tard, ils attendent la nuit. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup donc de public arrivait par la rue de Rivoli, c'est-à-dire du côté donc de Châtelet. Ils arrivaient du côté de Châtelet pour se rendre place à Concorde et ensuite sur l'avenue des Champs-Élysées, et qui va être remplie bientôt. Regardez sur les images, les policiers courent après un certain nombre. Maintenant, je pense que l'ancien préfet de police, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur, il sait exactement ce qu'il doit faire. Nunez. Donc Laurent Nunez, il sait exactement ce qu'il faut faire. Il a vécu comme moi l'année dernière ce qui s'était passé. Il ne veut plus revoir ces images. Donc espérons. Vous faites référence à ce traumatisme de 2025, absolument. Lorsque effectivement la victoire du PSG avait gravement dégénéré. Les scènes de liesse dans la nuit avaient relativement rapidement fait place à des scènes de graves émeutes. Il y avait eu 500 arrestations en France, dont 490 à Paris, ce qui est quand même énorme, et 200 blessés et surtout 2 décès. Absolument. Vous avez un nouveau bilan, justement des chiffres très précis à nous livrer, Alexandra Guillet ?
Oui, effectivement. Alors, préfecture de police qui nous transfère un petit bilan à 22 heures. On est à 79 interpellations qui ont conduit déjà à 45 gardes à vue. On a 6 véhicules et 2 commerces qui ont été dégradés. Un policier également, une policière même, je crois, qui a été blessée. Sur les Champs-Élysées, à 22 heures, on comptait 20 000 personnes présentes. Effectivement, il y a eu des manœuvres, nous dit-on, pour contenir certains individus. Il y a notamment des individus qui ont tenté d'attaquer le commissariat du 8e arrondissement, qui ont été dispersés. Il y a un kiosque qui a été incendié également. Et on note également un afflux important dans le secteur plus au nord de Paris, dans le 18e, le secteur Barbès, Strasbourg, Saint-Denis. Dernier élément, du côté de la Porte-Maillot, il y a eu un envahissement du périphérique pendant quelques instants et les forces de l'ordre ont fait sortir les gens, ont remis la circulation. Pierre Maturana, il y a eu donc ce traumatisme de l'année dernière, mais plus récemment, le 7 mai, lors de la demi-finale, enfin du 6 mai, mais donc c'était la nuit le 7 mai, le lendemain, il y a eu également des échauffourées avec des tirs de mortier d'artifice, des vitrines brisées, des barricades incendiaires. Ça se produit donc de toute façon très fréquemment. Ça se produit assez fréquemment à partir du moment où il y a du monde. Dans le passé, ça serait produit très régulièrement. Oui, très souvent. Dans beaucoup de manifestations en général, sportives ou autres, il y a des débordements à partir du moment où il y a du monde, et plus il y a de monde, plus il y a de risque de débordement. J'invente pas l'eau chaude quand je dis ça. Mais non, effectivement, c'est des risques qui sont quand même attendus, qui sont prévus. Je trouve que le dispositif est, à mon avis, fait pour intimider et dissuader les gens qui viennent pour casser, etc., pour troubler la fête des supporters qui sont là pour se réjouir et être ensemble, etc. J'imagine que la politique, c'est d'essayer de les dissuader par le nombre et par la réactivité des forces de l'ordre. J'imagine que quand on voit les forces de l'ordre réagir rapidement et avec force, etc., on a peut-être moins envie de recommencer sa bêtise dans la foulée, ou en tout cas de rejoindre les gens qui font ces débordements-là. Donc il y a quand même un savoir-faire qui a l'air d'être... Un savoir-faire. Alors justement, Bruno Pomar, le pire scénario, si je puis dire, pour la sécurité, c'est justement celui de la victoire. La victoire, alors on le voit bien, on voit bien les images, c'est la liesse, tout le monde est dans la joie, mais ça veut dire beaucoup de monde est dans la rue, énormément de monde est dans la rue, et donc le problème, c'est les concentrations de foule immenses qui sont plus difficiles à disperser. Je vous pose la question, plus difficile peut-être à maîtriser qu'une dispersion justement post-défaite. Ça n'aurait pas été pareil si ça avait été une défaite. C'est évident, et c'est terrible à dire d'ailleurs, qu'une défaite ça va être un moment de bonheur, et puis en fait, évidemment, ça peut tourner au chaos. On n'y est pas, évidemment, ne soyons pas défaitistes, mais quand on voit la tournure effectivement de certains points très chauds de Paris, on peut s'attendre au pire. Mais alors, je vous coupe tout de suite parce que nous retournons voir Brandon Warhead qui se trouve à côté du Parc des Princes, justement là où se déroulent les images que vous voyez sous vos yeux. Est-ce que la pression est en train de monter d'un cran, Brandon? Que se passe-t-il? Tout à fait, nous sommes juste derrière la tour TF1 au niveau du stade Pierre de Coubertin. Énormément de tirs, de mortiers d'artifice au niveau de cette place. Beaucoup de fumigènes, on a même du mal à respirer, beaucoup de monde, vous le voyez. Et le problème, Anne, c'est qu'il n'y a aucune force, de l'ordre autour. Elles sont assez éloignées. Elles vont commencer à se rencontrer. On voit d'ailleurs quelques personnes arriver, des gendarmes et des policiers. Le problème sur cette place, c'est qu'il y a énormément de monde des 4 côtés, des rues adjacentes, avec des véhicules qui sont arrêtés sur les côtés, une foule compacte de plusieurs centaines de personnes et des tirs un peu partout. Et là, sur les côtés, quand on regarde un peu plus loin, Anne, on voit les forces de l'ordre, notamment des hommes de la Brave M arriver, et vous le voyez, les véhicules sont arrêtés en plein milieu de cette place, et cette foule qui est de plus en plus compacte, avec d'autres personnes qui viennent de quitter le stade du Parc des Princes, qui affluent pour les rejoindre avec ces cris, avec cette joie, mais avec ces tirs de mortier d'artifice. Les mortiers, c'est... Vous allez le dire, attendez, vous allez le dire. Non, vous avez le logiciel d'avant. Non, c'est une énorme connerie de dire ça. Excusez-moi. Oui, alors il y a débat sur ce plateau, justement sur que veulent dire exactement ces images. Fabien Antoniente, vous dites que ce sont des images c'est de la joie. C'est festif, parce que ça vient des réseaux sociaux. Maintenant, on célèbre beaucoup avec les feux d'artifice. Moi, je trouve que la ville se napolitanise, si je peux dire. Parce qu'à Naples, quand on fête un titre, il y en a partout. C'est pas forcément signe de guerre. Donc, c'est un nouveau mode de manifester sa joie. Alors, c'est très visuel. Ce que dit Brandon Warhead simplement, c'est qu'il n'y avait pas, selon lui, aux alentours, visuellement, il ne voyait pas de force de police.
D'accord, mais ce que je veux dire, on n'est pas forcément en mode guerre, on est en visuel. Ah non, mais la guerre, joyeux, je vous rassure tout de suite. Pour moi, c'est autre chose. Et là, les gens, ils sortent ils ont bouffé de l'Iran, ils ont bouffé du Trump. Il y a de la joie. Faut laisser s'exprimer la joie. Et vous, Bruno Pomar, vous étiez en train de dire, je vous donne la parole à chacun, que les tirs de mortier sont interdits. Oui. Donc, or, c'est ce que nous avons vu à l'écran il y a un instant, et c'est ce qui est en train de se produire aux abords du Parc des Princes. Ce grand moment de festivité, comme on dit, monsieur, il ira le dire à la policière qui a été blessée par un tir de mortier, qui est à l'hôpital actuellement. Si vous considérez que c'est la joie de tirer des mortiers, bah écoutez, il y a jamais eu d'incident. Mais je m'en fous, on n'est pas à Naples, mon cher monsieur. Non. On est à Paris, mon cher monsieur. On est à Paris, on fait du maintien de l'ordre, on a la sécurisation. On n'est pas dans une pièce de théâtre ou je ne sais quoi, ou sur un plateau de télé. On est dans la rue. Si, et nous sommes sur un plateau télé, tout de même. Non, mais excusez-moi, mais ce que je veux dire... Non, dans la réalité, vous voulez dire. La réalité n'est pas un plateau télé, ça, vous avez tout à fait raison. On ne dit pas c'est un moment de bonheur que de tirer des... Non, mais c'est leur façon de s'exprimer. Mais non, mais mon cher monsieur, mais on peut pas dire des choses comme ça. C'est pas possible. C'est interdit par la loi. C'est un délit, monsieur. Et on peut pas faire ça. Il y a une policière qui est blessée gravement. Écoutez, chacun ici sur ce plateau a droit à la parole. Vincent Crouzet, vous me disiez que c'est exactement ce genre de scène que vous avez vu en arrivant. Quand je suis arrivé à pied par la bretelle de la porte de Saint-Cloud, les groupes organisés et constitués qui étaient à la porte de Saint-Cloud, qui se préparaient à foutre le bordel, ils avaient justement les mortiers qui étaient en place et ils se foutaient complètement du match de foot, Fabien. Ils ne regardaient pas le match sur leur portable, ils attendaient que le match se termine pour mettre le bordel. Et je crains malheureusement que les tirs qui soient construits de ces mortiers d'artifice. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on les a pas dispersés. Alors, parce que tout à l'heure, vous m'avez posé la question, c'était important que je vous réponde. C'est tout simplement parce que l'appréciation qu'a fait la préfecture de police et les unités qui étaient sur place n'ont pas voulu faire monter la... Évidemment, ça part en saucisse et ça crée des problèmes. Non, franchement... Pourtant, ils étaient tous rassemblés au même point. Et c'était facile. Ah oui, une bonne centaine. Une petite centaine, dit Vincent Crouzet. Une bonne centaine d'individus. Pour disperser 100 individus, avec des mortiers, etc. Je vous rappelle que la direction du Paris Saint-Germain a dit qu'il fallait fêter le titre dignement. Et Marquinhos a dit, je cite ces termes, foutez pas le bordel. Oui, non, j'entends bien que, évidemment, c'est normal. Alors, pour le moment, on en est là. Que vouliez-vous dire, Pierre Maturana ? Il y a plusieurs choses. C'est vrai que le mortier, il y a un truc d'intention. C'est-à-dire, effectivement, si vous tirez vers quelqu'un, c'est pas la bonne démarche. Là, je pense qu'effectivement, les gens qui tirent en l'air, c'est peut-être pas malin. C'est interdit, mon ami. J'y viens. C'est peut-être pas très malin, etc., pas très responsable, mais c'est fait dans une intention de joie, je pense. Quand tu tires en l'air, en tout cas, et que tu n'es pas forcément au courant des dégâts que tu peux causer, etc. Bien sûr, voilà, je pense que dans ces cas-là, quand on célèbre quelque chose, il y a plein de trucs qui sont interdits qui sont faits. Quand les gens célèbrent, ça c'est sûr. Quand les gens célèbrent sur le périph', assis à la portière de leur bagnole, c'est également interdit. Voilà, mais il y a un moment où ça s'encadre. Je trouve que les forces de l'ordre le font plutôt bien. Et par ailleurs, il peut y avoir des choses. Effectivement, quand on tire vers quelqu'un, c'est différent que quand on tire en l'air. On joue juste en voulant faire des belles couleurs dans le ciel. Avec une intention, avec un ciblage, effectivement. Renaud Girard, vous venez nous rejoindre. Merci, vous êtes éditorialiste au Figaro. Il semblerait que vous aussi, vous aviez quasiment croisé ce genre de personnes et ces tirs de mortier. Effectivement, le périphérique, à un moment, on a dû dire un taxi dégagé parce qu'il était bloqué, était envahi par des jeunes en plein la chaussée du périphérique. Et puis alors, à un moment, on a vu, il y avait effectivement un jeu à coups de feux d'artifice et de bombes fumigènes. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient, vous savez, il y a parfois au périphérique, vous le dominez, donc il y avait des rambardes et vous pouvez voir ce qui se passe en dessous. Alors ils se lançaient des trucs, mais dans une ambiance bon enfant, ils fusaient vers ceux qui étaient en haut et réciproquement. C'était bon enfant, mais c'est vrai, je l'avoue, que c'est pas ma conception de la fête. J'étais dans les rues, dans le Midi, après à Nice, après la fête, la victoire de la France à la Coupe du Monde en 1998, il y avait beaucoup de joie qui débordait, mais il y avait pas. Alors il y avait aussi dans les images que vous avez montrées, il y a quelque chose qui est un peu préoccupant, c'est qu'on voit quelques centaines de jeunes qui viennent vraiment pour jouer à la police, pour se frotter à la police. Bien sûr. Et c'est une sorte c'est ce que disait l'ex-maire du 8e arrondissement.
assez malsaine. C'est le but. Voilà. Alors, justement, ces images que nous venons de voir, nous allons vous en montrer d'autres, puisque Suzanne Prez se trouve porte de Saint-Cloud pour essayer de comprendre ce qui se passe. Vous êtes journaliste LCI. Suzanne, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avec Stéphane Iorgulescu. Que voyez-vous? Qu'est-il en train de se passer, porte de Saint-Cloud? Déjà, vous voyez, il y a beaucoup de bruit. Je suis obligée de vous avoir par téléphone pour vous entendre. Et il y a un important dispositif derrière moi avec, vous voyez, de l'ordre, parce que si on regarde derrière nous, il y a énormément de... Alors, nous allons revenir dans quelques instants auprès de Suzanne, parce qu'effectivement, la tension monte et il est compliqué d'entendre ces paroles. On va essayer de régler tout cela. Mais Bruno Pomar, pour vous, c'est très net. Quand ça commence avec des tirs de mortier, qui effectivement peuvent être dans l'idée au départ festifs, mais sont interdits par la loi, comme vous l'avez justement rappelé, eh bien c'est risqué et ça peut dégénérer à tout moment. Ah ben oui, on le voit, et malheureusement, j'ai une information au Trocadéro également, il y a un feu et des tirs de mortier. Effectivement, les forces de l'ordre essaient d'y répondre le plus rapidement possible, parce que on disait tout à l'heure, votre reporter disait, les forces de l'ordre ont du mal, évidemment, à cerner les groupes. Évidemment, comme c'est des petits groupes très mobiles, il nous faut des groupes très mobiles de policiers, des compagnies d'intervention de la DOPC, des braves, toutes les unités spéciales qui sont là, qui ne sont pas des grosses unités comme les CRS ou les gendarmes mobiles, qui sont des unités constituées, pour intervenir sur ces groupes. Et ils sont malins parce qu'effectivement, ils sont 10-15 et ça va dans tous les sens. Donc pour les forces de l'ordre, c'est un peu compliqué. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde savait à l'avance qu'ils sont malins et que ça sera des petits groupes. Donc qu'est-ce qu'on fait contre ça? Écoutez, ce que disait Guillaume Fard tout à l'heure, c'est sur les groupes les plus violents, on fixe les meneurs ou autres, paf, on va les pêcher et on les amène en garde à vue, évidemment pour les extraire du groupe, pour essayer de calmer la situation. Et au fur et à mesure, on en enlève. Là, il y a 80, Alexandra disait 80 interpellations. Je pense que ce soir, on va avoir 200 ou 300 interpellations au total. Pour extraire les plus virulents. Voilà, pour essayer de tamponner. Peut-être leur faire partager ensuite le coût des déprédations. C'est-à-dire que si on va y venir, mais revenons d'abord. Nous sommes sur une chaîne d'information continue sur le concret, sur les faits. Brandon Warhead, vous êtes porte de Saint-Cloud. Quelle est la situation actuellement porte de Saint-Cloud par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure? C'est un peu le jeu du chat et de la souris, ma chère Anne, parce que regardez, il y a quelques instants, on a vu les forces de l'ordre qui ont tiré des gaz lacrymogènes parce que certains jeunes sont montés sur un camion de pompiers alors qu'il était en train de rouler pour rejoindre un feu de poubelle un peu plus loin au niveau de cet axe du stade de Pierre de Coubertin. Et là, maintenant que les gaz lacrymogènes ont été lancés, on a une nouvelle fois cette foule importante qui se rassemble autour de ce stade pour continuer les feux d'artifice et puis notamment de la fumigène un peu partout. Et puis on voit surtout, ce qui est assez marquant avec Olivier Martin, on voit plein de personnes qui sont allongées en leur mettant des gouttes dans les yeux parce que il y a eu un peu de vent qui a soufflé ici au moment de ce gaz lacrymogène lancé, et puis certaines personnes qui sont même tombées avec ces mouvements de foule assez importants. Bref, des allers-retours et toujours une foule qui se rassemble. Pour vous dire, le match est terminé vers 22h45. On a encore des personnes qui arrivent du stade du Parc des Princes. Donc imaginez, il y a des centaines et des centaines de personnes rassemblées. Et là, une nouvelle fois, vous le voyez, du gaz lacrymogène qui est lancé, les forces de l'ordre qui se rassemblent, qui vont essayer de quadriller cette zone pour au moins disperser la foule parce qu'elle est assez importante. Et la difficulté, c'est qu'il y a plein de routes adjacentes, des axes importants. Et donc forcément, c'est plus difficile pour disperser cette foule qui est en ce moment rassemblée. Merci beaucoup. On vous retrouvera, Brandon, tout à l'heure. Alexandra Guillet, aidez-nous à comprendre. Donc, le mot d'ordre pour ce soir, le mot d'ordre des forces de l'ordre, c'est bien évidemment contenir des éventuels débordements. Et plutôt que de chercher un affrontement systématique lors des dispersions. Donc, comment font les forces de l'ordre? En fait, elles ont deux choses parallèles. Deux priorités. Encadrer les festivités. Elles sont là pour permettre aux gens qui veulent faire la fête, qui veulent manifester leur joie, de pouvoir le faire normalement, tranquillement, de manière sécurisée. Et en parallèle, elles doivent gérer ces débordements auxquels on peut assister, notamment pour l'instant, de manière assez centrée sur la porte de Saint-Cloud, donc à 2 pas du Parc des Princes, pour les gens qui ne savent pas trop où c'est, qui était le stade dans lequel 40 000 personnes, 40 000 supporters du PSG ont pu assister à la retransmission de ce match et qui sont tous en train de sortir progressivement. Mais au niveau de ce stade, dès le
coup d'envoi du match, en fait. Il y a commencé à avoir quelques tensions de manière un peu sporadique avec des individus qui étaient là, mais qui regardaient pas du tout le match, qui n'étaient pas là du tout pour faire la fête. Ils étaient là pour chercher les forces de l'ordre. Donc, il faut répondre. Mais c'est toujours le maintien de l'ordre, c'est toujours très compliqué. Il faut surtout être très mobile, très réactif, parce que, comme le disait Bruno Pomar, c'est plein de petits groupes et il faut aller les disperser en permanence pour pas qu'ils commettent de dégradation. Là, ce qui est particulièrement compliqué, je trouve quand même, Porte de Saint-Cloud, au moins sur les Champs-Élysées, ils ont piétonnisé, c'est quadrillé. Nous irons sur les Champs-Élysées tout à l'heure. On vient de voir les images Porte de Saint-Cloud, il y a quand même pas mal de voitures et de motos, et ça, c'est pas... C'est une donnée supplémentaire de risque quand même. Alors justement, Bruno Pomar, l'année dernière, lors de cette finale, lors du premier sacre du PSG l'année dernière, et le dispositif avait été débordé, le dispositif policier. Parce que je rappelle que l'année dernière, c'était la première fois qu'il y avait au Parc des Princes, ce qui est maintenant, ce qui s'est fait pour la seconde année ce soir, c'est-à-dire le fait que tout le monde puisse assister à une retransmission en direct dans le stade, donc avec plusieurs dizaines de milliers de personnes. Eh bien, l'année dernière, il y avait à peu près 500 interpellations. Aujourd'hui, il y a davantage de policiers qui sont sur place. Mais est-ce que le nombre suffit ? Est-ce que c'est une question de nombre ? Le fait qu'on en ait 8000 ce soir et qu'on en avait moins l'année dernière, est-ce que c'est ça qui est décisif ou est-ce que c'est la nature des unités déployées qui a changé ? Les deux, je vous répondrai, mon colonel. Ah, merci. Pas colonel, vous me faites penser à Michel Goya. Donc, la Brave, les unités mobiles, c'est ça ? Elles sont utiles. Il faut savoir ce qu'a dit Guillaume Fard tout à l'heure. De 5000, on est passé à 8000 sur Paris pour saturer la totalité du terrain. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, à mon avis. Il faut occuper le terrain, coûte que coûte. Et c'est pour ça que 8000 forces de l'ordre permet de temporiser et de maintenir encore l'ordre. Mais est-ce qu'il y a un chiffre idéal, je dirais ? Non. Bon, ils ont quand même augmenté de 5000 à 8000. Oui, mais écoutez, parce que les techniciens de la préfecture de police et du ministère intérieur, de la DGPN, etc., ont décidé de quadriller beaucoup plus fort tous les secteurs. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Mais ils ont rappelé tous les effectifs, quand même. Oui, tout à fait. Les commissariats d'ESPAP ont été tous mobilisés. Et ils sont, comme le disait tout à l'heure Bruno, ils sont mobilisés quand même depuis ce matin. Ouais. Donc ça fait des journées kilométriques. Énorme. Et puis oublions pas qu'en plus ils ont gagné. Donc demain ça recommence. Il va y avoir le retour des joueurs, il va y avoir des célébrations. Oui, mais enfin tout ça était prévu. Sécuriser. Oui, mais ça c'est très chronophage. Oui, mais je pense qu'on va. Alors vous disiez 500 interpellations, on n'a pas fini les interpellations. Non, à 80 là, ça pour va le moment, durer. on est à 45. Oui, donc 13 gardes à vue. 80. Ça va augmenter. Mais donc 80 interpellations à l'heure où nous parlons. Ouais, toutes ces unités qui sont positionnées sont efficaces, je peux vous assurer, parce que ça serait bien plus dramatique à mon sens. Et le fait de saturer tous les secteurs les plus, je dirais, tendus est une bonne chose. Vous savez, je fais toujours le parallèle, puisqu'on en parle souvent, de la réussite des Jeux Olympiques. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais 45 000 policiers sur la région parisienne, les Jeux Olympiques se sont passés parfaitement bien parce qu'on a saturé le tissu parisien de policiers et de forces de l'ordre. Et là, on fait exactement la même technique et je pense qu'elle a son utilité et son efficacité malgré ce qu'on peut voir encore là. Mais il y a une chose quand même qui m'a beaucoup étonné, quand il y avait ce point de fixation avec cette centaine de personnes qui étaient identifiées et qui étaient entre deux points donnés, qui pouvaient être coincées. Vous voulez dire tout à l'heure, quand vous êtes venu ici, vous vous êtes retrouvé face à une centaine de personnes qui n'étaient pas intéressées par le match, Vincent Crouzet. Et en arrivant au niveau de la station-service de la Porte de Saint-Cloud, je suis allé voir les gens de la Brave en leur disant, écoutez, ils sont tous là avec les mortiers d'artifice, il y a déjà 3 poubelles qui sont en train de cramer, etc. Ils m'ont dit, ok, on sait, mais plutôt ensuite de passer du temps à séparer le bon grain de livret, parce que comme ils avaient tous des t-shirts du PSG, après c'est extrêmement difficile de savoir s'ils sont des supporters ou des casseurs, ils auraient pu les coincer et peut-être éviter un certain nombre de problèmes pour de Saint-Cloud. Mais vous disiez très justement... Pardon, Bruno, non, mais j'adore, vous avez raison, vous y étiez. Non, il y a 100 personnes qui sont prêtes à en découdre, on le sait. Ouais. La Brave vous a répondu ce qu'elle vous a répondu. Il y a des ordres qui sont donnés de la salle de commandement de la préfecture. Et on s'est dit, est-ce qu'on met 50 gars de la Brave, plus 3 ou 4 compagnies d'intervention et on prend tout le monde en tenaille ? Il y a 100 personnes ultra-violentes. C'est la guerre, tiens, puisqu'on parlait de guerre tout à l'heure. Donc je pense que l'appréciation a été faite. Écoutez, la préfecture de police, évidemment, sait ce qu'elle fait et elle a prévu différents dispositifs pour ce soir. Retournons voir Guillaume Fard. Guillaume Fard, vous êtes le consultant police-justice de TF1 LCI. Nous en sommes à 80 interpellations et donc 45 gardes à vue. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait interpeller beaucoup pour que tout soit sous contrôle ce soir. Est-ce que vous pouvez expliciter ?
Oui, pour une raison extrêmement simple à comprendre, c'est qu'une personne, dès l'instant où elle est interpellée, elle ne casse plus, elle ne commet plus de violence. Donc quand vous avez quelqu'un qui est violent, si vous pouvez l'interpeller, vous le faites et vous le sortez ainsi de regroupement, d'attroupement, de points de crispation et de fixation. Mais ça implique que d'une part, vous ayez les effectifs suffisants pour le faire, que vous puissiez interpeller en sécurité, c'est-à-dire généralement en surnombre, et que vous ayez suffisamment de commissariats parisiens qui sont restés ouverts et en capacité à cette heure de la nuit de placer des gens en garde à vue, en tout cas de les recevoir en vue d'un placement en garde à vue. Ça a été globalement bien anticipé, ça, par la préfecture de police de Paris, qui a quand même augmenté de 50% ses effectifs par rapport à l'année dernière. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est par rapport à la masse des personnes qui vont se mobiliser, par rapport au nombre de points sur lesquels il va y avoir des violences. Il y a déjà eu des violences, plusieurs quartiers de Paris sont concernés. Je pense au quartier des Halles, je pense au quartier des Champs-Élysées, je pense au quartier de la Porte d'Auteuil, aux abords du Parc des Princes et de la Porte de Saint-Cloud. Bon, quand vous avez de multiples points et qu'il y a des violences à différents endroits et qu'il faut interpeller beaucoup, la difficulté, c'est de tenir dans la durée. C'est qu'il faudra tenir l'intégralité de la nuit, en tout cas au moins jusqu'à 2h, 3h du matin, et ça, on est face à des effectifs qui sont mobilisés depuis ce matin, qui sont face à beaucoup de monde. C'est ça qui est véritablement difficile. Mais la clé, effectivement, vous le disiez, Anne, c'est l'interpellation. L'interpellation, c'est pas un hasard si déjà en l'espace d'une demi-heure, la jauge du nombre de personnes interpellées n'a eu de cesse d'augmenter, et elle va encore progresser tout au long de la soirée et de la nuit. Merci pour ces détails, Guillaume. Vous étiez en train de nous dire, Alexandra Guillet, vous voudriez nous dire quelques mots sur le ministre de l'Intérieur. Où est-il d'ailleurs? Comment suit-il ce qui est en train de se passer? Il est au ministère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son entourage nous fait savoir qu'il suit la situation attentivement. Oui, ça me paraît le minimum. Pardon, excusez-moi. Qu'il est en lien ça me paraît le minimum. Mais qu'il est en lien permanent, notamment avec le préfet de police de Paris. On n'oublie pas que Laurent Nunez, avant d'être ministre, était le préfet. Donc il connaît extrêmement bien. Il a été préfet. Tout à fait. Voilà, donc il connaît particulièrement. Et c'est lui qui, en tant que préfet de police de Paris l'an dernier, a géré la précédente finale de cette coupe de ce championnat, et qui a dû gérer justement des scènes qu'il aimerait ne pas revoir ce soir. Bon, la soirée s'annonce un peu. Évidemment, si le Parc des Princes se vide, forcément, cela veut dire que d'autres endroits se remplissent. Et l'endroit en question, c'est bien sûr la plus belle avenue de France, ce sont les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées qui ont été rendus piétonniers à partir de la fin de l'après-midi. Nous y retrouvons Margot Perry. Margot, bonsoir, vous êtes avec Juline Garnier. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur ces Champs-Élysées? Faites-nous un point. Il y a beaucoup de monde, déjà. C'est surtout autour des Champs-Élysées que énormément de mouvements, puisque pour l'instant la place de l'Étoile reste toujours vide, mais nous on le voit avec Juline Garnier depuis les toits de Paris, des barrières ont pris feu au niveau des barricades des policiers, énormément de mouvements des forces de l'ordre sur place ici, puisque beaucoup de tirs de mortiers d'artifice sur la capitale sont observés en continu, et la police qui surveille les lieux par drone ici nous dit que sur l'avenue de la Grande Armée et sur l'avenue de Wagram, deux policiers ont été pris directement pour cible par des tirs tendus de ces mortiers d'artifice. Alors forcément, face à cette montée des tensions, ils se replacent, réorganisent leur dispositif, mais ils doivent tout de même se répartir, puisqu'énormément de monde est rassemblé en bas des Champs-Élysées, vous l'avez dit, et dans les rues adjacentes ici. Ce sont des groupes donc qu'il faut également surveiller, puisque pour l'instant, si les barricades tiennent toujours au niveau de la place de l'Étoile et que celle-ci est vide, on observe tout de même beaucoup de mouvements autour des barrages. Merci Margot, on va vous rejoindre bien sûr, on va rester en lien avec vous tout au long de cette soirée. Bruno Pomar, quadriller des zones à risque, ça c'est effectivement la priorité, s'il en est une, des forces de l'ordre. Et le secteur des Champs-Élysées en fait partie. Donc j'imagine que ce qui est mis en œuvre aux Champs-Élysées, c'est pas la même chose que ce qu'on voit ailleurs. Écoutez, non, il y a 2500 forces de l'ordre qui sont mobilisées rien uniquement que pour les champs. Ouais. D'accord. Vous savez qu'il y a des transversales, évidemment. Bon, tout ça a dû être soigneusement bloqué et permettre aux forces de l'ordre de mettre un point d'entrée, effectivement, pour pouvoir filtrer et un point de sortie pour pouvoir évacuer. Donc, c'est un travail qui est encore une fois considérable parce que les Champs-Élysées peuvent absorber beaucoup de monde. Donc, c'était nécessaire de mettre près de 2500 forces de l'ordre présentes, plus les sapeurs-pompiers qu'il ne faut pas oublier, d'ailleurs, les secours. Près de 2500 sont présents.
Et encore une fois, là, le travail, je dirais, des unités les plus mobiles sera d'une grande efficacité pour pouvoir sortir des groupes les éléments les plus violents et pouvoir évidemment les mettre en garde à vue et les traduire en justice. Parce qu'il faut rappeler quand même le volet justice qu'on n'a pas rappelé. 7 magistrats ont été dépêchés, spécialisés chez les mineurs, pour les mineurs, etc., pour pouvoir traiter judiciairement chacun des gens qui seront mis en garde à vue. C'est 2 fois plus qu'en temps normal. Oui, tout à fait. Oui. Et donc c'est la procureure qui a décidé ça. C'est une bonne chose. Il faut le traiter. Pourquoi c'est une bonne chose ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant que ça soit fait si rapidement ce soir ? Il faut le traiter en temps réel, c'est-à-dire qu'on va définir les infractions. Vous savez qu'une infraction, pour la définir, il faut un élément matériel, moral et légal. Et c'est là où ça se complique, évidemment, pour pouvoir prouver que le gars a cassé une vitrine. Eh ben, il faut tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que souvent on dit, on comprend pas. On a mis 500 personnes, on a interpellé 500 personnes, et puis il y en a une. Donc dès ce soir, il y aura des condamnations. Bien sûr, oui. Il y en a qui pourront être ce soir, présentés, non, Alexandra, je pense. Alors les gardes à vue, il faut savoir que ça dure 24 heures renouvelables une fois. Après, comparution immédiate, je parle. Alors après, rappelons le processus: interpellation. Ensuite, garde à vue. Pas forcément, parce que regardez déjà là, on a à peu près 80 interpellations, on n'en a que 45 en garde à vue. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été interpellés, ils ont peut-être eu une amende, ils sont repartis, d'accord. On les a demandé de quitter les lieux, voilà. Les autres entendus par les OPJ. Les autres, en revanche, c'est plus sérieux. Ils ont certainement commis des exactions, tiré des tirs de mortier ou avaient des choses illicites en possession. On n'a pas encore les motifs, c'est trop tôt. En revanche, eux, ils ont le droit d'aller en garde à vue. Il y a des enquêteurs qui, en lien avec le parquet de Paris, les magistrats, décident, au regard de la garde à vue, qui peut donc durer 24 jusqu'à 48 heures, décidera ensuite quelle suite donner. Est-ce qu'ils vont être convoqués directement au tribunal, ce qu'on appelle en comparution immédiate ? En tout cas, la justice s'en est d'ores et déjà donné les moyens, parce qu'au-delà de doubler le nombre de magistrats ce week-end pour traiter justement et prendre les décisions au cours du week-end, normalement, les comparutions immédiates, c'est souvent le lundi. Oui. Ils ont prévu déjà de libérer des salles et de prévoir des audiences de comparution immédiate supplémentaires pour gérer un afflux éventuellement de comparution immédiate. Et puis d'autres, ils seront convoqués ultérieurement, où ils auront des mesures alternatives. Et dans le lot, il risque aussi d'y avoir pas mal de mineurs dans ce genre d'événements. Donc après, voilà, la justice c'est l'importance d'avoir plusieurs magistrats mobilisés ce soir. C'est parce qu'il faut prendre des décisions, notamment pour les mineurs, assez rapidement. Oui, Renaud Girard, les Champs-Élysées, c'est une zone dans laquelle il y a beaucoup de commerce. L'idée, c'est quand même d'éviter que des foyers de violence isolés se transforment en émeutes généralisées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous soucie, cela, cette possibilité ? Oui, ça me soucie de voir les Champs-Élysées dans cet état-là. Attendez, pour le moment, ils sont en très bon état. Oui. Non, mais je trouve que il y a une imprégnation, du football et des résultats de football, d'un jeu qui, pour moi, est avant tout quand même... Non, mais vous êtes fan de foot, Renaud, j'espère. Je préfère le rugby au foot, mais j'ai regardé quand même les tirs au but. Personnellement, mais moi aussi. Voilà. mais chacun ses goûts. Mais je trouve qu'il y a une imprégnation. Mais je remarque d'abord que les équipes de football, maintenant, c'est vraiment beaucoup des histoires d'argent, d'achat de joueurs, etc. J'ai bien compris qu'il y avait un entraîneur qui avait réussi, Enrique, à donner une cohésion à cette équipe, à faire en sorte. Ça, c'est magnifique, effectivement. Ça, c'est un effort magnifique. Mais je trouve qu'il y a une imprégnation dans la société, si vous voulez, excessive du football dans notre société. Bon. Pour moi, les Champs-Élysées, écoutez-moi, les images que j'ai des Champs-Élysées, c'était les images, je n'ai pas connu, mais que j'ai appris à l'école, de la libération de Paris, de Gaulle qui descend avec 1 million de personnes. Aucune casse. La libération de Paris. Oula. Au secours. Attendez, Fabien Antoniette fait des grands gestes. Ce qui est très intéressant, c'est que vous dites au secours. C'est-à-dire que des événements importants. Alors, j'ai parlé d'autres choses. Le monde a évolué quand même. Oui. On va pas. Non, terminez votre idée, Renaud. Oui, effectivement, le monde a évolué. Oui, le monde a changé. Le football est devenu une histoire. Le football est devenu une histoire d'argent. Est-ce que le rugby aussi, est-ce qu'il faut que j'y adhère, cher monsieur ? La réponse est non. Alors là, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas l'image sur le plateau. Pardon de ne pas être à la mode. Pardon de ne pas participer comme ça. C'est même plus à la mode, c'est has-been. À cette fête que je trouve, en fait,
qui n'arrive pas à rester bon enfant, donc je la trouve Renaud, pour le moment, la fête est bon enfant. Voilà. Donc n'allez pas trop vite en besogne. Et je laisse la parole à Fabien Antoniette qui n'arrêtait pas de grimacer pendant que vous parliez. Un petit peu, parce qu'on n'en a pas beaucoup l'occasion, d'un exploit phénoménal d'une équipe de foot. Pourquoi cette jeunesse aussi est comme ça ? On peut se poser des questions. Hein, on va se les poser. Je ne suis pas un spécialiste. Moi, je souligne simplement. Non, c'est phénoménal. Ils ont gagné un match. Non, ils ont gagné. Ça fait 2 fois qu'ils sont champions d'Europe. C'est pas une petite équipe qui a grimpé toute l'échelle. C'est une équipe qui a énormément d'argent et qui a gagné un match. Deux fois de suite. Je ne vois pas ce que ça a de phénoménal. C'est très bien. Ce n'est pas phénoménal. Renaud, s'il vous plaît. Vous êtes rabat-joie. Voilà, vous êtes un rabat-joie. Renaud, s'il vous plaît, un tout petit peu de calme. Je vais revenir aux faits. Une fois de plus, nous allons retourner dans la rue, c'est-à-dire aux abords du Parc des Princes avec Brandon Warrett. Ensuite, nous pourrons continuer ce débat, décidément, qui promet. Mais c'est très intéressant, bien évidemment, rester sur LCI. C'est là où nous débattons, tout en amabilité et en n'oubliant jamais d'être journaliste. Brandon Warrett, vous êtes avec nous. Que se passe-t-il là où vous êtes, c'est-à-dire porte de Saint-Cloud ? Toujours, Anne, il y a toujours ce jeu du chat et de la souris. On avait les forces de l'ordre rassemblées au niveau de la porte de Saint-Cloud et rapidement, on a vu des jeunes tirer des mortiers d'artifice. Donc, il y a eu quelques lancers de gaz lacrymogène pour disperser cette foule. Et là, vous voyez ces forces de l'ordre qui sont assez compactes, rassemblées dans les rues adjacentes, des camions notamment, différents véhicules un peu partout. Et on a ces jeunes toujours fragmentés, segmentés, ce qui complique le travail des forces de l'ordre sur le terrain. On a aussi des jeunes qui sont ici, on vous voit, grand sourire, quand vous voyez là ces gaz lacrymogènes, ces tirs de mortier d'artifice et beaucoup de policiers rassemblés, vous vous sentez comment ? On se fait gazer tout à l'heure alors qu'on fait rien finalement. On nous harcèle, c'est eux qui viennent, on est en train de boire et on nous harcèle, on nous dit bougez, vous avez une de police. On était là, on était en train de. Il faut éviter d'avoir ces groupes importants. On était 6. Il y avait beaucoup de personnes rassemblées aussi sur la place de la porte de Saint-Cloud. En tout cas là on était 6 et on nous a pas traité mieux qu'à Saint-Cloud. À Saint-Cloud on était beaucoup. Et donc parlons aussi de cette victoire du Paris Saint-Germain, la 2e étoile après le 31 mai 2025, 30 mai 2026. Ça restera dans votre mémoire ? Évidemment, 18 ans, 2e étoile, on célèbre comme l'année dernière. Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'on puisse vivre en tant que fan. Ça a été quand même des émotions tout au long de cette rencontre, jusqu'au tir au but. Vous y avez cru ? Oui, enfin moi je suis pas vraiment là pour le match. Vous avez le maillot du PSG ? Oui, mais je suis là pour soutenir le PSG pour mon copain. Oui. Alors justement le copain, alors il est comment là ? Il est heureux ce soir ? Très heureux, c'est sans doute le plus beau soir de l'année. Le back-to-back, on ne pouvait pas rêver mieux. Ce sera raconté à mes enfants plus tard, c'est historique. Et d'aller jusqu'au tir au but, ça aussi, ça donne des émotions particulières. C'est sûr que c'est particulier comme match. Quelle est la suite du programme là ? Là, on essaie de retrouver les gens qu'on a perdus au cours de la soirée. Justement, il y a eu des mouvements de foule et donc on va profiter jusqu'au bout de la nuit. Vous êtes en direct là ? On est en direct sur LCI, évidemment. Je vais faire un petit appel à l'aide à mon ami qu'on a perdu, si jamais il nous regarde. Justement. Gaëtan, on est à la Fontaine à eau, on n'est pas loin, on était tout à l'heure, si jamais tu nous vois, viens nous récupérer. Et si vous voyez la caméra d'Olivier Martin, ça se passe ici, bon courage et bonne soirée. Et on se retrouvera peut-être pour la 3e étoile l'an prochain, ça vous dit ? Évidemment, on sera là. Même lieu, même heure. Merci beaucoup et vous le constatez, on a toujours ces forces de l'ordre qui avancent petit à petit, Anne, notamment pour disperser cette foule qui est segmentée un peu partout dans le 16e arrondissement autour de cette place de la porte de Saint-Cloud. Et une ambiance, vous l'avez dit, plutôt bon enfant. Plutôt bon enfant, tout à fait. Merci d'avoir été avec nous, Brandon Warrett, Pierre Maturana. L'ambiance bon enfant, finalement, c'est quand même à ça qu'on pense en premier quand on vit un match de foot. Évidemment, oui. Là, la finale s'est terminée il y a 2 heures. Évidemment, il n'y a rien qui est acceptable, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est dans des proportions de débordement. Regardons un instant, savourons la couleur au PSG de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel scintille. Vous êtes content, Fabien ? Je suis content. Vous voyez, c'est un peu ce qu'il y a dans ma tête. C'est-à-dire des étincelles. Oui, c'est ça. Vous êtes dans la liesse et vous êtes un supporter du premier jour. Bon an, mal an, même quand le PSG allait mal, vous étiez pour le PSG. Donc forcément, on a des étincelles dans la tête, dans les yeux. On est heureux. Oui. Anne, je peux poser une question à nos deux spécialistes du foot. Bruno Pomar, comment se fait-il que le PSG ait gagné 2 Coupes d'Europe consécutives? C'est Mbappé qui a porté la poisse ou quoi ? Ah non, mais là, vous allez sur les questions footballistiques, là.
Non, mais je voudrais leur dire, c'est un petit acte. Alors, vous posez à qui? À Pierre Maturana? Les deux, parce qu'ils D'abord Pierre. Alors, moi, je participe pas du tout à cet acharnement sur Mbappé. Ce qui est vrai, c'est que il a fait partie d'un projet qui était celui d'avant, qui représentait moins ce que Enrique voulait mettre en place. Qui tournait autour de lui. Voilà, aujourd'hui, longtemps le PSG a voulu mettre l'accent sur les joueurs et sur les stars, et Mbappé en a fait partie. Et quand ils ont décidé de changer un peu de paradigme, ils sont allés plutôt sur un projet incarné par un coach, ce qui était moins le cas avant. Et ce coach, avec sa grosse personnalité et ses compétences, a réussi à mettre en place quelque chose qui est le rêve de tout club en Europe et qui est toute proportion gardée, c'est pas tout à fait le même jeu, mais côté Arsenal, c'est aussi ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que pendant des années, ils ont fait confiance à un coach qui leur a permis d'arriver au niveau où ils étaient ce soir. Et là, en fait, en 2023, alors, ils ont changé donnez-nous l'explication. De logiciel. Ils ont dit moins de stars, plus de collectifs. Oui. Et donc, ils ont recruté cet entraîneur qui a formé un collectif. Alors, évidemment, on peut se dire... Non, mais 2023, c'est il y a très peu de temps, quand même. Hein. C'est il y a très peu de temps. Oui. Et justement, en 2 ans, ils ont gagné 2 Champions League. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis... Donc, c'est grâce à l'entraîneur, quand même, aussi. C'est phénoménal. Oui, c'est grâce à l'entraîneur. Oui, ben, il faut bien qu'il y ait des qualités. L'entraîneur, il est pour quelque chose. Les joueurs aussi, hein. Oui, mais je vous rassure. Oui, c'est clair. Je vous rassure. On était aussi heureux, sinon plus, avec le foot il y a 40 ou 50 ans, sans ce tombereau de fric. Vous savez, il y a 40 ou 50 ans... Moi, je me rappelle avoir pleuré en 76, il y a exactement 50 ans. Oui, mais vous parlez toujours d'un ancien monde. Il y a 40 ou 50 ans, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas l'IA. Bah oui, c'était avant. Mais oui, mais je veux dire... Et puis la pluie, ça mouille, et puis les cheveux, ça pousse. Et il n'y avait pas de ça, on dit pas grand-chose. Il y avait quand même les clubs riches qui gagnaient. Non, mais le souvenir de la demi-finale de la Coupe du Monde de Séville en 82, qui est resté dans tous nos esprits... Mais on a aimé. On a aimé tout ça. Mais le monde change, tout simplement. Attendez, pas en même temps. Renaud Girard. Le monde change. Le monde change. Avant, il y avait effectivement des maillots de Marseille, des maillots de Saint-Étienne, des maillots de Paris. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qatar, Emirates. Qatar contre les Emirates. Vous savez, alors, un instant, Renaud, si je puis dire, je vous interromps un instant. Plein de fric. Alors moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'effectivement, quand on voit des supporters du PSG, on voit le Qatar, puisque nous, sur LCI, nous couvrons la guerre en Iran, nous parlons beaucoup de ce qui se passe au Qatar, Qatar Airways, etc. Donc là, on voit Qatar. Et quand on regarde les supporters de Arsenal, on voit Emirates. On voit Emirates, donc pour l'autre compagnie aérienne. Bon, ce sont des sponsors. Ce sont des révélateurs du la monde vie qui change. Du footballeur. Parce que qui finance ces équipes, c'est les grosses puissances financières, mais c'est le monde aussi a changé. Hein. C'est pas le championnat de football du monde arabe, hein, je le répète, c'est la Ligue des champions d'Europe. Oui, enfin, là, effectivement, Renaud, je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais chaque club choisit ses sponsors, et je réitère, je souligne le fait que ce soir, c'est pour les supporters du PSG, et pas que d'ailleurs, je crois, une grande joie dans toute la France sur le fait que cette finale... Dans toute la France, si. Non, oui, Marseille, de toute la France. Un peu moins. Alors, oui, sauf peut-être à Marseille, ça je suis d'accord avec vous. Je connais même des supporters marseillais qui sont pour le Paris Saint-Germain. Il y a un truc intéressant. Vincent Crouzet, pour vous, Marseille est en deuil ce soir. Ah oui, Marseille est en deuil, Marseille est ville morte, puisque Marseille n'a qu'une étoile, et là, le PSG en a 2. Et oui, Marseille... Écoutez, Marseille la compétition sera belle plus tard. Voilà. Ouais, mais j'espère il que faut être compétiteur. Il arrivera à conquérir une seconde étoile. Alors j'ai été très chambré par Fabien avant d'entrer à l'antenne à ce sujet, mais j'espère bien que les Marseillais un jour... Écoutez, ils nous écoutent et nous entendent. Pierre Maturana. Il y a aussi un peu de résignation parce qu'ils peuvent que constater la supériorité du club parisien, du projet parisien et le gouffre qui les sépare de ce que eux peuvent faire et espérer par rapport à ce qu'un club comme Paris, qui est plus du tout dimensionné pour la France, qui est dimensionné pour se battre avec les Manchester, Liverpool, Real, Bayern, Barça, etc. Je veux pas en oublier, mais avec les 10 plus gros clubs d'Europe, les 5 plus gros clubs d'Europe, Paris est complètement ailleurs. Ils ont gagné le championnat avec une équipe quasiment B, si j'exagère à peine. Si je peux permettre, ils survolent leur sport. Je trouve que ça augure de quelque chose de prometteur pour la Coupe du Monde. Parce que en quoi je pense que c'est une dynamique qui se crée, ça rejaillit sur tout le monde. Les joueurs qui sont champions d'Europe ce soir, quand ils vont intégrer l'équipe de Didier Deschamps, ils vont être gonflés. Et ça va créer une émulation positive. Et je pense qu'on va vivre un beau mois de juillet aussi. Vous parliez du collectif.
Moi, le président du PSG aurait dû venir nous voir dans les unités d'intervention comme le RAID, le GIGN, etc. On travaille que du collectif, nous. Et donc, il aurait dû venir nous voir et peut-être coûter moins cher qu'Enrique. Invitez-le. Non, mais en plus, il a donné le mot d'ordre qui est pas que la fête soit pas entachée. Oui, parce que c'est pas une bonne image pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Donc, mais d'ailleurs, le maire de Paris a dit, Guillaume a dit que le PSG devrait payer les dégâts. Ah oui. Oui, il a dit. J'ai lu un passage là-dessus. Le PSG travaille son image, qui est une image de marque, de rayonnement international. Évidemment que ces images, ça les embête très fortement. Donc ils sont dans la prévention et dans le contrôle de leurs supporters. C'est pas une bonne image pour le PSG, c'est pas une bonne image pour Paris, c'est pas une bonne image même pour la France. Malheureusement. Qu'est-ce qui n'est pas une bonne image, Renaud Girard ? Quand vous voyez que des gens sont pas capables, des jeunes ne soient pas capables de fêter un résultat sportif, ils ont tout à fait le droit de fêter. Comment faudrait-il fêter, selon vous ? Sans considérer qu'il fallait tirer sur les forces de l'ordre. Non mais Renaud, il ne faut pas confondre les supporters et les casseurs. Permettez-moi de vous le dire. Oui, bien sûr. Mais qu'on puisse supporter, si vous voulez, que le corps social soit à ce point fragmenté que d'un côté il y a des gens qui aille s'attaquer à l'État. La police, c'est l'État. Pourquoi l'État ? Qu'est-ce que l'État a à faire avec une victoire ou une défaite ? Ça pose une question sur la société. Ça pose une très grave question sur la société, une très grave question sur le système scolaire français qui a scolarisé ces enfants qu'on voit. Il y a une jeunesse aussi qui a connu le Covid, qui n'a pas connu grand-chose. Donc on peut se poser des questions. Oui. C'est un débat qui Pierre Maturana. prend du temps. C'est un débat à faire entre sociologues du sport, etc. Mais justement. Non, mais il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis le début. C'est que le foot, c'est le sport le plus populaire du monde. C'est-à-dire qu'effectivement, les masses de gens qui sont contents quand il y a un match de foot, ça peut paraître ridicule pour les gens qui n'aiment pas trop le foot. Mais en vérité, c'est un corrélaire de ça, du fait que le foot est un exutoire pour des milliards de gens. C'est ce qui est le plus joué dans les disait, c'est l'opium du peuple. Non, mais Fabien, même en Angleterre, on peut dire que c'est une religion. Oui, mais dans beaucoup de pays, c'est une religion. Et les débordements dans les manifestations, c'est pas une spécialité française. Il y a des débordements dans toutes les manifestations au monde où il y a. Alors, vous parlez justement de sociologues. Nous en avons un des meilleurs spécialistes des mouvements sociaux, de la violence et de la démocratie en ligne, Michel Vivorca. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. Je suis ravi. Vous avez été mon prof à Sciences Po il y a fort longtemps. Comment analyser, Michel Vivorca, justement la fragilité, parce que c'est une fragilité de cette frontière entre la liesse collective qui est ce que nous sommes en train de vivre ce soir après cet exploit phénoménal du PSG, et le basculement potentiel vers la violence. Alors, c'est une fragilité toute relative. On n'est pas dans une situation du type gilet jaune, c'est-à-dire une situation de type politique ou social. On est vraiment dans un moment où, disons, une fête populaire bascule, comme vous le soulignez, comme on vient de le voir à travers plusieurs de vos images. La fête populaire peut basculer dans une violence, mais une violence qui n'a pas d'horizon politique. Il s'agit juste de s'en prendre à quelqu'un ou à quelque chose. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que dans d'autres cas, c'est supporter contre supporter. Là, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'adversaire. Donc, il y a une grande partie de la population, garçons et filles. J'étais très frappé, je suis sorti, j'étais voir les gens qui exprimaient leur joie. Beaucoup de jeunes filles. Le football est devenu un sport féminin, même si ce soir, il est très masculin. Et donc, ça le renforce d'ailleurs, y compris dans la joie. Alors, la faiblesse dont vous parlez, je la crois relative, au sens où, si la police parvient, ce qui semble être le cas, à bien contrôler tout ça, oui, il y aura eu quelques dégâts, des arrestations, etc. Mais enfin, rien de durable et rien de dramatique. Et donc, ce sera un événement, comment dirais-je, qui se reproduira peut-être dans d'autres circonstances, mais comment dire, qui ne met pas en cause le fonctionnement général de la vie collective. C'est surtout ça que je voulais souligner. Et puis autre chose, c'est qu'il y a dans notre pays des gens pour qui ce qui prime, c'est la violence pour la violence. Oui. C'est le phénomène des hooligans qui est connu depuis plusieurs dizaines d'années. Des gens vont dans des villes où il y a des matchs de football, ils vont même pas au stade, ils recherchent l'affrontement
avec tout ce qu'ils peuvent rencontrer, les supporters de l'équipe adverse, la population, la police, etc. Il y a une dimension de violence gratuite. Et justement, Michel Vivorca, dans le contexte d'aujourd'hui, mais d'aujourd'hui, pas ce soir spécifiquement, de la société française d'aujourd'hui, justement, est-ce qu'on peut dire que la rue est devenue un espace où la violence est quasi un moyen, je dirais, normal, entre guillemets, d'expression, pour célébrer comme ce soir, ou pour contester? Alors, la rue a toujours été, à une occasion ou à une autre, le moyen de contester, surtout quand le système institutionnel et politique classique était défaillant. Si, pour le dire simplement, si les émotions, les demandes, les questions qui se posent ne peuvent pas être traitées au Parlement, par le débat public institutionnalisé, si vous voulez, alors oui, des choses peuvent se passer dans la rue. Mais très franchement, les débordements qu'on voit ce soir, j'espère que ça ne dégénérera pas, parce que ça peut toujours dégénérer. Si ça ne dégénère pas, ou pas trop, disons que ce qui aura emporté, c'est quand même la liesse, le plaisir, et d'une jeunesse qui est heureuse de voir son équipe l'emporter. Donc la rue ici, les gens qui sont dans la rue ce soir ne sont pas d'abord des gens qui veulent la castagne, qui veulent l'affrontement avec la police, mais il y en a quelques-uns qui le veulent. Et dans ces situations, ça crée aussi des dynamiques de foule, des mouvements, de la rage, de la colère. Et il y en a qui rentrent dans la danse, je peux dire, alors qu'ils n'étaient pas venus pour ça. Mais ne dramatisons pas, parlons-en, j'ai envie de vous dire, malgré toutes les images que vous nous donnez à voir. Parlons-en sereinement. Sereinement, c'est ce que nous sommes en train de faire et vous nous avez bien aidés dans cette sérénité. Merci infiniment, Michel Vivorca, d'avoir été avec nous ce soir. Et nous retournons immédiatement du côté de Brendan Warrett, porte de Saint-Cloud, où nous avons vu, je crois, justement sur ces images. Il est important d'essayer de comprendre les images des vélos brûlés. Brendan, qu'avez-vous vu exactement ? Il y a encore du monde qui est autour. Alors Brendan, nous allons la voir très vite, nous allons retrouver le lien avec Brendan Warrett. Alexandra Guillet, est-ce que nous avons de nouvelles informations du côté de la préfecture de police? Est-ce que le nombre des interpellations augmente? En tout cas, il a augmenté assez vite en début de soirée. Et comme nous disait Guillaume Fard, c'est plutôt un signe d'efficacité. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup interpeller. Oui, en tout cas, ce qui est nécessaire pour faire cesser c'est ça, pour que l'ordre soit maintenu. Pour l'instant, il n'y a pas d'actualisation de la part de la préfecture de police. Donc ça ne devrait pas tarder, je pense qu'ils font des points assez réguliers. Mais pour l'instant, on est toujours à 80 interpellations, 45 gardes à vue. Alors on a vu que depuis, il y avait quand même eu quelques petites tensions. Donc on peut imaginer que ça a évidemment un peu augmenté. Mais pour l'instant, on n'a pas de chiffres complémentaires par rapport à ça. Brendan Warrett, vous êtes en direct avec nous de la porte de Saint-Cloud. Nous voyons ces images. Il y a des vélos, plusieurs vélos qui ont été brûlés, n'est-ce pas ? Effectivement, Anne, vous savez, cette place de la porte de Saint-Cloud, c'est le point un peu névralgique, stratégique depuis tout à l'heure, parce que c'est par là que convergeaient les 47 500 supporters et puis la foule qui était rassemblée déjà depuis le début d'après-midi. Regardez ces images désolantes sur la caméra d'Olivier Martin. Ces vélos électriques. Alors, un témoin nous a dit tout à l'heure qu'il avait vu, juste à côté, situé de l'autre côté où il y a un immeuble qui mène sur cet axe important, il a vu ces batteries au lithium exploser sous ses yeux. Les vélos étaient rassemblés là à environ 4-5 mètres pour pouvoir les utiliser normalement. On voit d'ailleurs les Vélib en accès libre juste à côté. Et les personnes sont arrivées, ont récupéré ces vélos, les ont assemblés. Puis pour une raison dont on ignore, ces vélos ont explosé. Regardez, on a vu d'ailleurs il y a encore quelques minutes les forces de l'ordre arriver pour les déplacer parce que les voitures ne pouvaient pas circuler tranquillement des deux côtés. Et il y a toujours, vous le constatez, un peu des débris un peu partout sur cet axe, des bouts de verre aussi, notamment c'est un abribus qui a été cassé à côté, et toujours ces groupes disparates, segmentés qui passent, qui font des allers-retours avec la police justement qui les suit pour éviter de nouveaux rassemblements.
Merci Brandon, évidemment à tout à l'heure, vous nous alertez dès qu'il y a quelque chose à nous dire et nous reprenons la direction de Budapest. Budapest, je vous rappelle que c'est le lieu, c'est là où s'est déroulé le match ce soir, le match qui a sacré pour la deuxième fois consécutive le PSG à la Ligue des Champions. Nous sommes avec Yann Ovin. Yann Ovin, bonsoir, rebonsoir, vous êtes journaliste TF1, vous avez assisté à tout le match. Alors nous venons d'apprendre que c'est à partir de demain matin, donc de Budapest, la capitale hongroise où vous êtes, que les joueurs vont décoller dans la matinée avant de rejoindre le Champ de Mars dans l'après-midi. Est-ce que vous avez eu accès peut-être aux joueurs ? Alors aux joueurs non, parce qu'ils sont restés très longtemps sur cette pelouse et très longtemps ensuite avec leur famille. J'ai pu croiser quelques familles, par exemple le frère de Warren Zaïre-Emery, Wesley, qui avait du mal à parler, qui me disait tout simplement « C'est tout, je suis fier de mon frère et de cette équipe ». Oui, il y avait de la bonne humeur, beaucoup de temps passé avec les joueurs, avec les supporters. Ils sont restés quasiment 1 heure, ces joueurs du Paris Saint-Germain, avec les différents membres du staff pour soulever cette coupe aux grandes oreilles. Vous savez, c'est tellement compliqué de la remporter qu'on a senti qu'il y avait besoin d'en profiter. C'était le cas aussi pour les supporters. Certains ont quitté à peine ici ces lieux il y a une dizaine de minutes pour retrouver un autre lieu qui est une sorte de fan zone où tous les supporters du Paris Saint-Germain sont invités à profiter de la fête jusqu'à 2h du matin ici. Jusqu'ici, au niveau de l'ambiance, c'est très bon enfant. Alors il y a eu des fumigènes, vous avez peut-être vu dans ce match, qui nécessitera sans doute d'avoir une amende pour le Paris Saint-Germain, mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé dans la bonne atmosphère pour les supporters comme donc pour les joueurs. Je voulais vous parler aussi d'un élément assez étonnant. Il y avait des maillots, malheureusement j'ai pas pu en récupérer un. Déjà un maillot du Paris Saint-Germain titré champion, 2e étoile. Alors c'était un t-shirt, hein, pas un maillot de joueur. Et ben déjà j'en parlais avec la billetterie tout à l'heure. Et ici tout est vendu. Donc vous voyez les supporters, ils voulaient à tout prix repartir avec un souvenir de ce stade qui est désormais bleu et rouge aux couleurs de Paris. Oui, alors Yann, zut alors, moi qui vous demandais, qui espérait que vous alliez me rapporter un t-shirt à ma taille, justement avec ces 2 étoiles. Mais j'ai une autre question à vous poser, juste à Budapest. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de sécurité ? Comment ça s'est passé au niveau des alentours de ce stade dans lequel vous étiez, entre les supporters des 2 équipes ? Non, il n'y a eu aucun problème entre les supporters des 2 équipes. En tout cas, nous, de tout ce qu'on a pu constater, ça s'est passé de manière très bon enfant. C'est vrai que les supporters anglais étaient très présents. Je vous parle d'aujourd'hui, mais pas seulement. C'est quasiment depuis le début de la semaine que les Anglais sont là. Par exemple, on a pu les croiser au camping. Ce matin, entre Anglais et Parisiens, et ben, ça s'amusait, ça discutait, ça se chambrait. Et c'est vrai qu'on a pu voir justement du hooliganisme dans les rues, par exemple, de Marseille. Souvenez-vous, à la Coupe du Monde de football en France. Et ben là, tout s'est bien déroulé. En tout cas, de ce qu'on a pu voir, nous, de notre côté. Et puis, du côté du Paris Saint-Germain, il y a eu malgré tout, quand je vous parlais des fumigènes, des forces de l'ordre qui sont intervenues aussitôt dans ce stade. Et c'est vrai que c'était très impressionnant du côté des forces de l'ordre des Hongrois, d'une manière générale. Ils se sont immédiatement déployés. Il y avait un cordon de sécurité très impressionnant. Tout autour de ce stade, c'est pareil. Dès qu'il y a eu un petit peu d'agitation, dès que c'est un petit peu bousculé, immédiatement, les sortes de gendarmes, je ne connais pas exactement le titre des Hongrois ici, et ben ils sont tout de suite intervenus et ils ont mis de l'ordre. On sent vraiment que tout a été respecté. Cette finale de la Ligue des Champions, c'est donc cette fois-ci très bien déroulée. Oui, merci beaucoup Yann Ovin. Vous êtes en direct de Budapest pour nous. Juste avant de vous donner la parole, Vincent Crouzet, Bruno Pomar, on a peut-être que les forces de l'ordre en Hongrie étaient encore bien plus nombreuses. Écoutez, alors j'ai pas d'éléments pour tout vous dire, mais effectivement, dans les pays de l'Est, généralement, les forces de police sont très... Disons, elles ont une présence plus visible. Oui, et puis encore une fois, on parlait tout à l'heure de la vous jeunesse. hésitez à le dire. Oui, non, on peut parler sociologiquement d'une partie de notre jeunesse en France qui nous pose des problèmes. On le trouve pas partout ailleurs. Votre professeur l'a Michel dit Vivorca. À demi-mot, je dirais, mais ça serait intéressant peut-être d'en parler, effectivement, parce on sent quand même qu'il y a une certaine
certaine jeunesse, à minorité certes, puisqu'ils sont un millier là, à mettre le bazar, à chercher à s'identifier, on ne sait pas à quoi, qui ont tenté de prendre d'assaut le commissariat du 8e. C'est un défi à l'État, c'est un défi à la République. Il y a quelque chose, parce que ce sont des jeunes Français. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a une vraie question qui se pose de savoir comment faire pour rétablir, je dirais, le respect que devrait avoir cette jeunesse qui en dérive. Elle n'est pas en totalité, nos quartiers ne sont pas nourris de ces 1000 casseurs qu'il y a là, évidemment. Il y a des milliers de jeunes. Moi, je travaille toute l'année dans les quartiers. Donc, il y a un vrai travail de société à mener et on pourrait en revenir. Un vrai problème en France, un mot de civisme, en fait. Alors, rétablir le civisme en France. L'éducation. Vincent Crouzet, un mot. Je veux juste dire que les Anglais ont réglé une grande partie du problème du hooliganisme qui a pourri le foot anglais pendant des décennies. Et ce qui est très intéressant avec Arsenal, parce que j'ai séjourné dans cette partie-là de Londres, j'y ai habité, donc dans les quartiers nord de Londres, Holloway Road, Highbury, etc. Ce sont des quartiers très défavorisés. Ce sont des quartiers très pauvres de Londres, où se trouve l'Emirates Stadium. Donc on pourrait imaginer aussi une situation sécuritaire tendue ce soir dans ces quartiers-là. Or, apparemment, pas du tout. Alors, juste un petit détail, c'est important de le dire, quand on parle d'hooliganisme, quand on parle de la loi de Guillaume Larrivé 2016 sur les contrôles d'identité, les interdits de stade, on parle d'un stade. Au Stade de France, qui a des événements, tout est verrouillé, il n'y a pas de problème, on l'a vu. Là, on parle des extérieurs, ce qu'on ne voit pas dans d'autres pays. Ça, vous avez raison. Oui, qui n'avait rien à voir avec. Mais rien à voir avec le stade. Le stade, on arrive à cerner et à assurer parfaitement la sécurité maintenant, avec tous les dispositifs électroniques qu'il y a, avec les stadiers, avec les forces de police. Tout ça, on arrive à le gérer, sauf ce qu'il y a eu à l'OGC Nice, parce que le stade n'est pas adapté. Donc, encore une fois, ça, on sait le faire, comme savent le faire les Anglais. Alexandra Guillet, vous avez un nouveau bilan à nous donner des forces de l'ordre, juste avant de faire commenter par Guillaume Fard. Oui, effectivement. Alors, à 22h, on était à peu près à 80 interpellations. À 23h, on est à 131. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça ne cesse d'augmenter régulièrement. Guillaume Fard, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes consultant police-justice de TF1 LCI. Est-ce que cette augmentation des interpellations vous paraît effectivement le processus normal? Et tout à l'heure, vous parliez, vous souligniez le défi de la mobilité. C'est l'autre défi auquel sont confrontées nos forces de l'ordre ce soir? Oui, parce qu'il n'y a pas un lieu unique de rassemblement dans Paris avec un lieu unique où sont commises les exactions. On a ce soir plusieurs points qui sont des points de crispation dans la capitale. Alors, le 8e arrondissement et le quartier des Champs-Élysées en est un, mais il y a aussi du côté de Châtelet, il y a encore du côté de la porte de Saint-Cloud à 7 heures. Il y a des rues adjacentes du 8e arrondissement. Il y a une boutique de téléphonie qui aurait été pillée rue de Pontieux, selon les informations qui nous parviennent. Donc, vous voyez que ça se passe en divers points de la capitale. Et partant de là, le défi des forces de l'ordre, c'est de faire ce qu'on appelle des bascules de force. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut envoyer des effectifs là où il y a des exactions, et ceux qui les commettent repartent en commettre ailleurs. D'où la nécessité d'interpeller massivement. 131 interpellations à 7 heures, c'est déjà assez significatif. La jauge va encore monter tout au long de la nuit. Et c'était ça que voulait faire la préfecture de police cette année par rapport à l'année dernière. C'était se mettre dans une configuration, notamment d'effectifs, en augmentant de 50% le nombre de policiers et gendarmes mobilisés, qui lui permettent d'interpeller davantage, d'interpeller massivement. Parce que si vous interpellez beaucoup et tout de suite, c'est autant de personnes qui ne peuvent plus continuer de casser. Et par rapport à ce qui se disait tout à l'heure sur le plateau, moi j'ajouterais simplement que on n'est pas face à du hooliganisme là. C'est-à-dire le hooliganisme, ça n'est pas ça. Le hooliganisme, c'est de la violence entre supporters aux abords des stades. Là, le match ne se jouait pas en France. Au Parc des Princes, par définition, il n'y avait que des supporters du PSG. On n'est pas sur une dimension d'hooliganisme. On est sur une dimension de violence urbaine, voire même d'émeutes urbaines. On n'est pas dans une configuration d'émeutes, mais de violence urbaine incontestablement, de la part d'individus qui ne sont pas nécessairement liés au football, mais qui sont des personnes qui ne résident pas à Paris, qui viennent de quartiers adjacents. On a une période de l'année où ces personnes qui sont souvent jeunes et mineures sont encore scolarisées ou ne sont pas parties en congé d'été.
et surtout où la météo est favorable. Donc beaucoup d'entre elles ont décidé que c'était ce soir qu'elles devaient aller commettre des exactions dans Paris, brûler notamment du mobilier urbain. À l'heure où on se parle, il y a eu beaucoup de poubelles brûlées, de vélos en libre service brûlés, enfin de barricades de fortune qui sont montées. Ça n'a rien à voir avec le hooliganisme. On est clairement dans un scénario de violence urbaine. La difficulté, c'est de l'enrayer par la mobilité du dispositif qu'a mis en place la préfecture de police et par un nombre d'interpellations massif. Et donc, à un moment donné de la soirée, les individus les plus violents ayant été interpellés, les autres étant partis, on devrait avoir un rapport de force qui est plus favorable à la préfecture. Mais pour l'heure, on n'y est pas encore tout à fait. Et donc là, passé 23 heures, on n'y est pas. Ça va encore durer au moins de bonnes heures. Oui. Merci Guillaume Fard, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure. Prenons la direction des Champs-Élysées où vous trouvez, Margot Péry, avec Juline Garnier. Sur les Champs-Élysées, est-ce que l'ambiance est encore bon enfant? Vous êtes sur une terrasse, vous avez pu parler à certaines personnes qui sont autour de vous. Est-ce que la foule grossit? Quel type de profil trouvez-vous? Est-ce que ce sont toutes des personnes qui célèbrent le sacre du Paris Saint-Germain ou y a-t-il également d'autres types d'individus? En bas des Champs-Élysées, c'est vrai que ça reste bon enfant pour l'heure. C'est plus en haut des Champs-Élysées, notamment autour de l'avenue Foch, où nous on observe d'épais panaches de fumée noire monter au-dessus de la capitale. On nous fait part de barricades et d'une dépanneuse qui ont pris feu. On entend également de fortes explosions autour de cette avenue Foch toujours, et beaucoup de tirs de mortier d'artifice un petit peu partout au-dessus de la capitale. On sent aussi, nous, sur la terrasse, en prenant de la hauteur, les gaz lacrymogènes qui montent, et on observe toujours pas mal de mouvements de la part des forces de l'ordre sur la place de l'Étoile, qui pour l'instant reste vide puisque le dispositif de sécurité tient, mais c'est vrai que les forces de l'ordre qui surveillent les lieux par drone nous ont également fait part de tirs de mortier d'artifice tendus sur les forces de l'ordre à proximité et dans les rues annexes. Ces forces de l'ordre qui doivent continuer en se réorganisant tout de même de surveiller l'ensemble des rues adjacentes et du bas des Champs-Élysées, puisque ces groupes qui pour l'instant restent bon enfant, tout de même il y a beaucoup de mouvements des forces et du public ici. Oui. Bruno Pomar, on vient de voir les forces à moto qui sont les forces des unités braves, c'est cela? Oui, Est-ce que vous pourriez nous dire exactement de quoi il s'agit, quelle est leur spécificité? Alors c'est des unités qui ont été constituées après les grandes manifestations. Nous les voyons là à l'image. Il y a un pilote Ils sont très mobiles. Et un passager très mobile, souvent à une dizaine de véhicules qui se déplacent très rapidement d'un point à un autre, justement pour aller à la course. Donc là, par exemple, ils sont en train, ils ont une information pour aller quelque part. Voilà, ils viennent renforcer un point qui est parfois chaud, où les forces de police peuvent être un peu dépassées. Ils viennent en soutien. C'est des brigades de répression d'actions violentes qui sont là, évidemment, pour aller au contact des éléments les plus perturbateurs. Elles ont été créées il y a quelques temps, à partir du moment où on a eu les grandes manifestations. D'ailleurs, c'est ces fameuses unités que la France Insoumise voudrait dissoudre, d'ailleurs. Ce sont les unités les plus mobiles dont nous disposons ? Oui, sur ce type de manifestation, effectivement, ils se déplacent très 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 vite avec leurs véhicules, puisque c'est des motos, évidemment, donc ils passent partout. Ils vont plus vite que les véhicules. Oui, là, nous sommes, comme nous disait Margot, plutôt sur le bas des Champs-Élysées. Nous le voyons avec cette fontaine. Justement, à propos du mobilier urbain, des mesures ont-elles été prises, Bruno Pomar, pensez-vous, en amont dans la journée, c'est-à-dire, vous dites la journée est longue, bien évidemment, mais c'est-à-dire l'idée de retirer du mobilier urbain, des barrières de chantier, tout ce qui se trouve, et Dieu sait s'il y a des chantiers à Paris aujourd'hui, ça je pense que tous les Parisiens le savent, vous voyez, tout le monde rit sur le plateau, il y a beaucoup de chantiers dans Paris, donc il y a beaucoup d'engins de chantier. Est-ce que ces engins, ces barrières de chantier, tout ça, ça peut quand même être potentiellement utilisé pour et donc désarmer les rues au sens propre. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que les forces de l'ordre le prennent en compte? Alors il y a un choix qui a été fait évidemment avec la préfecture de police pour savoir les endroits les plus sensibles où on pourrait retrouver les groupes les plus violents. Donc on ne peut pas évidemment enlever l'ensemble des barrières de Paris. Vous vous doutez bien, compte tenu du nombre de chantiers qu'il y a. Mais généralement, les secteurs où, je pense aux Champs-Élysées, mais à d'autres secteurs comme la place d'Auteuil, etc., tout ça a dû être effectivement nettoyé, entre guillemets, pour éviter que
effectivement, les individus s'en servent comme des armes, pour être des armes par destination d'ailleurs. Donc ça, c'est encore des éléments qui sont importants à dégager pour éviter que ça retombe sur nos forces de l'ordre qui malheureusement sont souvent les victimes. Alors Vincent Crouzet, effectivement, là nous parlons de Paris où la mairie, la préfecture travaillent ensemble, mais c'est la ville qui subit des dégâts matériels. C'est essentiellement la ville de Paris, puisque nous sommes à Paris. Est-ce que le coût financier, le coût d'image de ce qui peut se passer potentiellement à Paris est supportable pour la capitale? Est-ce que c'est pas compliqué? La ville, ce sont les contribuables parisiens, et finalement c'est nous aussi qui payons tous, parce que une telle mobilisation de forces de l'ordre, eh bien, ça coûte cher. Je ne sais pas combien ça coûte exactement à la nation. Ça peut-être qu'Alexandra pourrait nous le dire, mais ça coûte extrêmement cher de mobiliser autant de policiers et de forces de l'ordre pour finalement de la violence gratuite. Moi, c'est ce que je déplore, c'est que nous passons nos journées ici à commenter le malheur de jeunesse ukrainienne, iranienne, qui subissent la violence sans la choisir. Et là, on a une violence d'une partie de la jeunesse française qu'il faut surtout pas victimiser. Je vous coupe. Vincent Crouzet, parce que l'image que nous voyons en direct, c'est une image des colonnes de garde gendarmes mobiles qui est en train de se mettre en position, comme vous pouvez le constater, sur la place de l'Étoile. Sur la place de l'Étoile, nous sommes là donc en haut des Champs-Élysées et non pas en bas, puisque à l'instant Margot Péry nous parlait de ce qu'elle avait constaté en bas des Champs-Élysées. Elle nous disait d'ailleurs que la place de l'Étoile était sans doute encore vide. Pourquoi, Bruno Pomar, les gendarmes mobiles sont-ils en train de se positionner de cette façon-ci et justement sur cette place-ci? Alors, soit ils sont en attente, évidemment, pour partir sur un point donné, soit ils sont... est-ce qu'ils vont évacuer les Champs-Élysées? Je pense pas, c'est quand même très tôt. Donc, ils sont sûrement en attente pour une mission. Donc, on regroupe toute l'unité, qui représente entre 80 et 120 effectifs, qui pourraient être mobilisés, encore une fois, pour aller sur un secteur sensible. Là, on n'a pas d'éléments supplémentaires en ce qui concerne ce moment précis. Mais ils pourraient faire un ratissage des Champs-Élysées, c'est-à-dire se mettre en barrage et puis hop, descendre les Champs-Élysées en poussant avec les véhicules derrière, en poussant les jeunes qui soient présents. Je ne le pense pas parce que c'est quand même un peu tôt. Ils sont sûrement en attente pour partir sur une mission ou en retrait simplement parce que pour se poser un petit peu. Enfin, je sais pas si Alexandra a plus de... Oui, Alexandra, Guillet, vous avez des informations? Non, alors, vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'on a une comparaison un peu des interpellations par rapport à l'année dernière? Alors, tout à fait. Allez dans mes petites notes. C'est pour ça que vous êtes absenté quelques minutes. Voilà. Merci de faire ce travail pour nous. On a retrouvé tous les mails, tous les messages. Magnifique. Voilà. Parce que c'était exactement il y a un an. Je me souviens, j'étais à l'antenne. C'était un samedi soir et c'était la liesse qui s'était transformée en incident dramatique au cours de la soirée. Et là, 23h, nous avons 131 interpellations. Ce chiffre de 131 interpellations, on avait le même l'an dernier à minuit et demi. D'accord, donc nous en avons plus aujourd'hui, plus tôt. Interpellations, cette fois-ci que l'année dernière. Le match n'était pas à la même heure. Le match était plus tôt cette année, vous avez raison. Merci Pierre Maturana de nous dire ça. C'est vrai que le match était plus tard l'année dernière. Et signifiant peut-être un peu moins de tolérance de la part des forces de l'ordre aussi. Aussi, c'est possible, oui, tout à fait. Ouais. Après, c'est les circonstances qui font si je peux me permettre, c'est pas la même température. Hein. Dehors, c'est la fournaise. Oui. Donc ça excite. Là, vous parlez de la météo parisienne qui est extrêmement caniculaire, Fabien. Je sens qu'il y a quelque chose qui sent le soufre dans l'air. Mais vous nous disiez ça en arrivant tout à l'heure. Ça m'a frappé. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Même ce qui m'a frappé, je me disais, mais comment font les forces de l'ordre avec... C'est infernal pour eux. Pour lutter, parce que le moindre déplacement, ça doit être infernal. Donc c'est un paramètre qui n'existait pas l'an dernier. Est-ce que nous sommes condamnés, à chaque fois qu'il y a un match de football, à voir ces scènes de barbarie, parce que... Non, de barbarie, là, vous allez un peu loin. Là. Non, alors je vais vous expliquer. Il y a des gens qui viennent exercer de la violence pour la violence, sans aucun sens politique, qui viennent casser des abribus. Tu sais, les abribus, c'est pas fait pour les milliardaires qui ont des chauffeurs. C'est fait pour les gens qui prennent le bus. Vous voyez, les ouvriers, par exemple, qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler. Ils attendent le bus, et voilà. Et bien, ça coûte cher. Et ça coûte cher. Il y a quelque chose un peu d'invasion barbare, si vous voulez, de Paris, comme ça. Doucement sur les à cause simplement parce qu'il y a un match de football. Il y a vraiment
des questions très importantes qui a à se poser sur notre société. Est-ce que il faut à chaque fois qu'un premier de l'an devrait être bonne année, voilà, on s'embrasse, bonne année, se transforme par 700, 800 voitures brûlées. Il y a de vraies questions à se poser. Aucun gouvernement ne nous a exactement expliqué, analysé, regardez la chose Girard, et nous a proposé des solutions. Regardez ce qui se passe sur le périphérique, c'est en direct et ça se passe sur LCI. Voyez ces images, ces caméras. Nous sommes sur le périphérique où normalement il n'y a que des voitures qui circulent. Quand ça circule à Paris, et ça circule quand même la plupart du temps, là non seulement la plupart des voitures sont à l'arrêt, en tout cas sur cette file à droite de votre écran, mais le périphérique est envahi, littéralement envahi par une population nombreuse. Bruno Pomar. Oui, écoutez, c'est une inquiétude supplémentaire. Alors, vous voyez, vous me parliez tout à l'heure de la compagnie de gendarmerie, l'escadron de gendarmerie mobile. Il était peut-être en préparation pour venir effectivement soutenir, je dirais, les forces de l'ordre qui ont dû déjà arriver en nombre, ou tout au moins les unités les plus rapides. C'est exactement au niveau de la porte des Ternes sur le périphérique à Paris, donc effectivement pas loin de là où ils étaient positionnés. Tout à l'heure, vous avez raison, c'est une possibilité puisqu'ils étaient vers la place de l'Étoile. Alors on peut penser qu'il y a les premières unités les plus rapides, souvent les braves, qui peuvent arriver sur place pour être un précurseur, comme on dit, arriver sur site rapidement. Et ensuite, vous avez les unités, je dirais, de maintien de l'ordre classique qui sont en nombre, CRS ou gendarmes mobiles, qui viennent en nombre pour repousser tout ce pion, pour dégager le périphérique, avec tous les risques, encore une fois, que cela comporte, parce qu'il y a des gens dans les voitures, il y a des familles sûrement, et les risques sont évidents. Mais ça, encore une fois, la maîtrise du maintien de l'ordre de nos forces de police va faire le reste, je crois. Il n'y a pas de raison, mais bon, c'est systématique là aussi, ce type d'affaires. Est-ce que, Alexandra Guillet, l'année dernière, il y avait eu également quelques images de la même nature du blocage du périphérique, mais elles étaient véritablement, considérablement moins impressionnantes que celles que nous sommes en train de regarder à l'instant. Oui, celle-là, effectivement, c'est exactement les images. La foule est considérable. Oui, et puis avec des gens debout sur les voitures, c'est exactement le genre d'image qu'on aurait aimé éviter de voir. Éviter de voir. Ce soir, on imagine que les forces de l'ordre, effectivement, vont rapidement intervenir pour permettre d'évacuer à nouveau et rendre la circulation sur le périphérique, et c'est toute la difficulté des forces de l'ordre qui doivent gérer à différents endroits dans la capitale, mais ça c'est typiquement une des scènes qu'ils ne voulaient absolument pas voir ce soir, et là c'est un échec. Est-ce que c'est juste à ce point du périphérique, ou est-ce qu'il y a d'autres points du périphérique où il y a ça, parce que là a priori alors ils nous ont indiqué tout à l'heure qu'il y avait, alors on a toujours un peu les informations évidemment un petit décalé parce qu'il faut quand même qu'elles soient consolidées. Il y avait Porte-Maillot, il y a eu une intrusion sur le périphérique qui a été très rapidement qui a évacué, et vous disiez que quand vous êtes arrivé vous tout à l'heure porte de Saint-Cloud, il y avait aussi des gens qui avaient tenté de descendre un peu sur le périph', donc ça avait été aussi bloqué, mais là de toute évidence ils sont bien dessus quand même. Alors regardez, ça doit présenter un risque, j'imagine, pour les forces de l'ordre, mais c'est globalement, et Fabien le disait tout à l'heure, des images qu'on voit globalement dans tous les pays du monde quand il y a une victoire sportive, une manifestation qui engendre une telle réaction. Alors effectivement il y a un risque qui se présente en plus, qui est supplémentaire et qui est chiant à gérer sans doute, mais a priori pour l'instant... Bruno Pomar. Je peux vous donner quelques informations intéressantes. Il y a 200 à 300 individus devant le CP8, donc le commissariat de police, tir de mortier en cours. Donc quel commissariat de police? 50 rue Pontieux, des pillages en cours. Toujours le même. Magasin de téléphone, et sur la place de la République, il y a le TI, donc le technicien d'intervention 19, pris à partie par des individus avec des tirs de mortier, et comme par hasard, Louis Boyard serait au milieu des individus. Voilà, c'est sympathique, effectivement, il faut bien un leader. Un équipage de l'UTN, également unité de transfert de police du tribunal de Paris, a été bloqué sur le périphérique intérieur, au niveau de la porte Dauphine. Ils ont été pris à partie, dégâts de véhicules. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance quand même qui est quand même tendue, malgré le fait que, bon, sur le général, effectivement, ça peut paraître pas grand-chose aussi, c'est important. Fabien Antoniente, vous disiez en arrivant tout à l'heure sur ce plateau que vous avez l'impression que ça sentait le soufre dans les rues de Paris. Mais est-ce que c'est donc une inquiétude que vous aviez ? Oui, qui ternit un petit peu votre joie ? Je me suis dit, pourvu que ça... Parce que cette chaleur oppressante... Ça énerve. Oui, ça énerve. Cette canicule, Cette canicule. Et donc, je me disais, pourvu que la cocotte minute ne saute pas.
Parce que la joie, elle est là. Et ce serait dommage que ce soit entaché. Et c'est un spécialiste de la vie au camping, sous haute température, qui vous parle. Hein. Voilà. Mais il y a aussi un phénomène d'appréhension avant qui fait que quand ça approche, la tension monte et qu'il y a forcément le risque que la cocotte pète. Mais il y a tellement. Je serais curieux de voir aussi les autres villes de France, parce que c'est un peu. La France, elle est. Oui, parce qu'on parle que de Paris. PSG, là. On parle que de Paris. Hein. Ouais. Donc. Voilà, voilà. Alors, la France, elle est PSG, mais la victoire du PSG a provoqué, en tout cas, nous le voyons à ces images, des ralentissements et même stoppé complètement la circulation sur le périphérique parisien, puisque nous avons vu à l'instant un grand nombre de personnes qui avaient envahi les 4 voies du périphérique, qui se promènent d'une voiture à une autre, qui montent sur les voitures. Tout cela dure depuis un certain nombre de minutes. On peut tenir l'antenne jusqu'à 2h du matin parce qu'on ne pourra pas repartir de toute manière. Donc, écoutez, moi je ne réponds pas de l'heure à laquelle nous allons rendre l'antenne. Pour le moment, vous savez, c'est ça la télévision en direct, et une chaîne d'information continue. C'est un peu dispersé là. Nous sommes en train de commenter, d'essayer de comprendre des images que nous voyons en direct. Nous avons la chance de voir en direct. Ce qui est dangereux, ça se fait dans tous les pays du monde. Oui. Moi je ne suis pas d'accord, il y a une grande fête. Ça n'est pas une excuse, tout à fait. D'abord, Renaud Girard. Mais une très grande fête aux États-Unis d'Amérique qui s'appelle le Super Bowl. Et c'est pas un jeu pour fillettes, hein, c'est un jeu un peu viril, le Super Bowl. Eh bien, le football américain, je ne crois pas. Qui est à chaque fois des dégâts et des manifestations. Peut-être parce que les peines, si vous êtes pris à dégrader aux États-Unis, du mobilier public aux États-Unis, vous êtes puni très sévèrement. Je ne sais pas, mais je constate que non, c'est pas heureusement, c'est pas la même chose partout. Si vous voulez. C'est un phénomène totalement anormal et qu'il faut combattre et qu'il faut éradiquer dans notre société quand même, d'urgence. Oui, alors effectivement, l'embouteillage est général. Ça n'est pas une heure normalement, 23h42 à Paris, où nous avons un tel embouteillage d'habitude. C'est pas tout le temps qu'on est champion de l'Europe. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous allez avoir la même chose le 19 juillet quand la France va gagner sa Fabien a l'air très indulgent avec tous ces sujets. Non, mais je dis, c'est quand même un soir. C'est un soir particulier. Bah oui. Vous voyez, donc évidemment, il y a des petits rassemblements. J'espère que ça va pas dégénérer, mais il faut quand même célébrer la joie. Oui, mais on peut le faire dans un stade. Demain, ce sera l'occasion, pas sur un périphérique. Alors justement, parlons de demain, vous avez raison, puisque demain, je le répète, d'abord, nos footballeurs vont rentrer de Budapest, ils vont rejoindre le Champ de Mars dans l'après-midi, ils vont d'abord, bien évidemment, être reçus par le chef de l'État à l'Élysée, Emmanuel Macron, comme d'ailleurs l'année dernière, c'était exactement cela qui s'était produit l'année dernière, dimanche à partir de 18h, mais dans l'après-midi, il y aura une grande célébration populaire, gratuite, ouverte à tous, qui sera organisée au Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, à partir de 14h, suivie d'une soirée exceptionnelle au Parc des Princes. Donc demain, de nouveaux problèmes de sécurité, une nouvelle affluence. Non. Où est-ce que vous serez demain dans l'après-midi, Fabien? Vous allez retrouver où vos champions du PSG? Encore, parce que là, non, mais je pense que... On attend près de 100 000 personnes quand même pour la parade du PSG demain. On a quand même envie de les fêter au Champ de Mars. Oui, donc vous irez au Champ de Mars peut-être. Mais alors, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, pareil, le lendemain, il y avait quand même beaucoup moins de heures et de problèmes que la veille. Et ça s'explique aussi parce qu'un dimanche après-midi, en journée. C'est en journée, ça va être des familles, ça va être des gosses. C'est un peu différent. C'est pas tout à fait la même. La même nuit, état d'esprit. Voilà. Appelle autre chose. Il y a pas l'alcool, il y a pas tout ça. Voilà. Oui. Donc effectivement, Renaud Girard, vous y serez demain à la parade, la grande parade? Je suis pas sûr. Non, puis j'ai reçu une éducation. Oui, la chaleur, non, la chaleur n'excuse rien. Ah non, enfin, moi, je suis pas. J'ai pas dit ça. J'ai subi la chaleur. J'étais du côté des Batignolles pour venir ici. Bon, voilà. Mais je suis pas arrivé, j'étais pas énervé, je me suis pas précipité sur Anniva pour lui tirer les cheveux ou pour lui tordre le bras. Je me suis comporté normalement. Je vous en sais gré, merci Renaud Girard de savoir raison garder. Ce qu'on dit, c'est qu'on parle quand même de cas exceptionnels dans une manifestation énorme avec des milliers de gens qui sont là tranquillement.
Et qu'effectivement, ça peut peut-être surprendre. Ou alors, moi, je suis pas du tout pour dire qu'on n'a pas le droit de sortir le soir. Je veux dire, si la rue, elle est aussi faite pour ça, pour que les gens puissent célébrer des manifestations collectives, sociales, etc. Ensemble. Et c'est ce qu'ils font. Et c'est toujours perturbé par des gens. Oui, vraiment, c'est l'eau tiède, quoi. Mais moi, je me souviens par exemple des succès de Maradona à Naples. Il y a un grand cinéaste italien qui a fait un film là-dessus. Sorrentino. Oui, mais c'est pas de la dégradation, vous voyez. Là aussi. On casse pas pour casser. À Naples, il y a pas il y a des feux d'artifice partout. Bien sûr. Il y a une folie collective, mais il n'y a pas de dégradation. Non, mais il y a des morts au balcon parfois, Fabien, parce qu'avec tous les projectiles qui montent en l'air, parfois. Ils ont été champions d'Italie, il n'y a pas eu. Allô, est-ce qu'on m'entend en régie? Ce qui me frappe, ce qui m'interroge, ce qui m'inquiète, c'est ces gens qui ne sont pas du tout, qu'on fasse la fête. Même à la limite. Bon, là, on est en train de faire la fête sur le périphérique. Vous entendez les klaxons. Je connais des avenues plus riantes à Paris que le périphérique. J'irai pas me plonger dans le périphérique pour fêter quelque chose. Bon, enfin, voilà. Mais ça va. Voilà, qu'on fasse éclater sa joie, il y a aucun problème. On est d'accord. Mais c'est le côté c'est les gens dont parlait Vincent. C'est venir casser pour casser et casser des choses qui servent aux petites gens, les abribus si vous voulez, des équipements collectifs. Notre société s'enorgueillit de sa solidarité, c'est-à-dire que le riche paye des impôts pour le pauvre, pour payer ses abribus. C'est le principe. Voilà, c'est le principe. C'est la force de sa société. Que vous ayez des jeunes qui viennent casser ces équipements collectifs, faire exploser des vélos. Les vélos comme ça, c'est ceux qui préfèrent, peut-être pas les moyens de s'acheter un beau vélo électrique, qui préfèrent en louer. Je fais partie de ceux qui utilisent ces vélos. Voilà. Bon. Et je vois pas pourquoi quelqu'un viendrait vous punir et vous empêcher. Alors nous avons justement de nouveaux retraite. Chiffres à partager avec vous, Alexandra Guillet. Quels sont-ils, les chiffres de la préfecture de police? Alors, concernant la préfecture de police, donc pour Paris, à 23h30, on est à 235 interpellations qui ont donné lieu notamment à 71 gardes à vue. La préfecture de police... Le chiffre est monté, là, très fort. Ah oui, il est monté. Et la préfecture de police qui ajoute ce commentaire: malgré la forte affluence dans la capitale et des heurts dans le secteur des Champs-Élysées comme du Parc des Princes, le dispositif tient et est sous contrôle. La préfecture tient à préciser ça. Et je vous lis également un message sourcé de la place Beauvau qui nous signale que le ministre de l'Intérieur suit la situation de près avec son équipe, en lien direct avec le préfet de police et l'ensemble des préfets, ainsi qu'avec les directeurs généraux. Les rassemblements festifs entraînent dans certaines villes, dont à Paris, des débordements qui ont donné lieu à des interventions afin d'y mettre un terme et de procéder à des interpellations. Donc au plan national, à 23h30, on comptabilise 326 gardes à vue, interpellations, dont 235 dans la capitale. Oui. C'est considérable. Et on revoyait les images du périphérique. Je le répète, le périphérique n'est pas un lieu pour faire la fête. Le périphérique, c'est une zone dangereuse, c'est une zone de mort. On y passe tous les jours. On sait combien ça peut être dangereux. On sait que s'il y a un accident au milieu de ce bazar, les forces de l'ordre et surtout les forces des pompiers auront énormément de mal à arriver sur zone. Donc il faut que les gens dégagent ce périphérique. Enfin, c'est tout sauf civique, même si on veut faire la fête. Guillaume Fard, vous êtes le consultant police-justice de TF1 LCI. Aidez-nous à interpréter ce chiffre que nous venons de recevoir officiellement. 235 interpellations à Paris, dont 71 gardes à vue. Le chiffre est monté drastiquement depuis tout à l'heure. On a vu ces images, Guillaume Fard, d'envahissement du périphérique, des images qui sont c'est en train de se poursuivre au moment où nous parlons, c'est-à-dire le périphérique bloqué et des individus en grand nombre qui sont là. Les images que nous voyons à l'écran, c'est les Champs-Élysées. Mais sur le périphérique, les voitures ne bougent plus, les gens sont en train de passer d'une voiture à l'autre, etc. Et il n'y a pas de force de l'ordre visible à proximité sur les portions du périphérique que nous avons vues. Précisément ce qu'on disait tout à l'heure sur le défi dit de la mobilité, c'est-à-dire que c'est exactement ce que vous êtes en train de décrire, Anne. Il y a des individus sur le périphérique, ça veut dire qu'il faut
amener des moyens d'intervention sur le périphérique et sur cette portion-là du périphérique. Vous ne pouvez pas en permanence avoir des policiers sur un dispositif sur l'ensemble du périphérique. Vous avez assez logiquement, quand vous êtes la préfecture de police de Paris, concentré vos moyens sur l'intérieur de la ville, pas sur l'extérieur ni sur le périphérique. Donc là, il va falloir envoyer des moyens sur place pour évacuer ces personnes, en interpeller un certain nombre, et ensuite ces personnes qui vont refluer vont aller autre part et commettre des exactions en d'autres endroits de la capitale. Et ce chassé-croisé permanent avec ces groupes très mobiles qui vont d'un point à un autre commettre des exactions, c'est exactement le scénario qu'a anticipé la préfecture de police de Paris. Il n'y a qu'un seul remède à ça, c'est de beaucoup interpeller. Et donc là, vous voyez que le chiffre de 235 interpellations, il est supérieur au chiffre d'interpellation l'année dernière à la même heure. Et donc, ce qui veut dire que la préfecture avait tiré des enseignements de ce qui s'était passé l'année dernière, pour pouvoir interpeller beaucoup plus, parce que les 235 personnes interpellées à l'heure où on se parle, on a une certitude, c'est qu'elles sont plus sur la voie publique en train de commettre des exactions. Et même si elles étaient relâchées en absence totale de poursuite, pendant les 4 heures où vous les gardez, dans un commissariat de police, elles ne sont pas en train de casser ni d'incendier du mobilier urbain. Et donc il faut interpeller. Et à un moment donné, dans la nuit, les courbes vont se croiser entre le nombre d'interpellés et ceux qui vont finir par refluer ou repartir d'où ils sont venus. Ouais. Oui, merci beaucoup Guillaume Fard. Vous avez d'autres informations, Alexandra Guillet? Non, on parlait justement de cette problème de capacité à se mobiliser, à se déplacer rapidement. La préfecture de police indique actuellement qu'elle envoie 4 unités de la Bravem. Vous savez, c'est ces équipes mobiles de la préfecture de police. C'est ceux qui sont à moto et qui vont en ce moment et qui sont en train d'être porte-maillot pour disperser justement en renfort des effectifs qui sont sur place pour finir d'évacuer le périphérique. Peut-être que le chiffre important, qui paraît plus important que l'année dernière, peut-être en proportion, s'explique aussi du fait de cette stratégie d'avoir plus de forces de l'ordre et donc d'intervenir plus vite et plus rapidement, sur plusieurs personnes et peut-être plus de sévérité aussi qui amène à ça. Vous disiez qu'il y avait plus de flux aussi, puisqu'il y avait plus de manifestations populaires, dont le concert. Et tous les concerts, oui, c'est possible. Oui. Fabien Antoniente, la victoire du PSG, telle qu'on l'a vu ce soir, évidemment, ça provoque un effet bleu-blanc-rouge qui est tout à fait normal. C'est comme une espèce d'euphorie, vous en parliez tout à l'heure, mais on a un peu peur qu'elle soit temporaire, parce que dans une société qui est fracturée, la victoire, une victoire sportive, est-ce qu'elle peut pacifier? Oui. Unir? Oui, mais pour peu de temps? Pour combien de temps? En tout cas, parler de choses positives. Bon, là, il se trouve qu'on met l'accent sur le négatif, et je comprends très bien, mais c'est quand même, on a passé une année où j'ai entendu parler de chômage, de l'Iran, de Trump, de manque d'essence. Du monde dans lequel nous vivons, Fabien. Oui, bien sûr, du monde dans lequel nous vivons, mais il faut vivre les yeux ouverts. Dans le monde dans lequel on vit, il y a une victoire, il y a de la joie, et il va y avoir une Coupe du Monde. Donc, il faut aussi se réjouir de ces événements collectifs où on célèbre quelque chose de positif. Moi, j'ai toujours aimé ça. Le football, le Tour de France, les Jeux Olympiques. Et j'aime bien quand les gens se sourient, quand on parle d'autre chose, quand on est voilà. J'aime bien. Mais est-ce que vous considérez que dans ces grandes manifestations sportives que vous venez de mentionner, il y a toujours la possibilité, parce qu'elles drainent beaucoup de monde, bien sûr, elles drainent des foules. Qui est très populaire. Oui, le foot est très populaire, bien sûr. Mais le cyclisme mais aussi, le fait que ça puisse potentiellement, notamment la nuit, après une victoire, est-ce que ça vous attriste? Bien sûr, ça m'attriste. Le fait que ça puisse provoquer des violences? Bien sûr, ça m'attriste, parce que je vais pas me réjouir de ce que je vois, mais en plus, il y a eu un scénario, là, un scénario qui a été miraculeux. On revient de loin, très loin. PSG, Voilà, donc on a gagné à l'arrache, on va dire, cette compétition. Donc je pense qu'aussi ça provoque, avec la chaleur, avec tout ce qui se passe, ça provoque cet effet cocotte minute, quoi. Voilà. Que ce soit 1-0 ou victoire au tir au but, ça aurait été la même chose, Fabien. Ouais, mais là, le scénario a bien chauffé les. Non, mais je pense pas que les gens. Par exemple, je veux. Vous pensez que c'est à cause des tirs au but? Non, je dis que par exemple, quand vous avez dans les bars cette attente,
c'est avec les tirs au but, et remets-moi une, mais ce suspense insoutenable. Pardon, mais ça va pas dans le sens de la fraîcheur. Les jeunes que j'ai vus s'organiser, ils n'étaient pas dans les bars. Oui, mais bien sûr. Ils étaient de toute manière, peu importe le scénario du match. Mais bon, il faut penser que sur la globalité, il y a beaucoup de gens heureux. Ah oui. Non, mais il y a beaucoup de gens heureux. C'est ça que je veux dire. La majorité des gens. L'exutoire par la violence dépasse le cadre du foot. On l'a vu avec les gilets jaunes, les black blocs, on le voit. Non, mais ce soir, cher ami, il y a beaucoup de gens heureux. C'est une bouffée d'air pour la plupart des gens. C'est un exutoire de joie. Et effectivement, il y a des poches de violence. Bien sûr, il y a des poches et qu'on ne peut que regretter. Mais bon, moi, je peux vous dire, ce soir, je suis heureux. Voilà. Vous êtes heureux, mais vous avez raison de l'être. Fabien, on comprend, vous êtes un fan depuis toujours du PSG, mais les images que nous voyons en direct sont des images que peut-être vous pourriez nous commenter, Guillaume Fard. Ce sont quel type de forces de l'ordre qui sont là sur les Champs-Élysées et en train d'agir? Là, ce sont des unités de forces mobiles. Alors, j'arrive pas moi à voir précisément s'il s'agit de CRS ou de policiers, peut-être des CRS, des compagnies d'intervention de la préfecture de police de Paris. Il faudrait voir si vous voyez des bandes bleues ou jaunes sur les casques et vous aurez ainsi le marqueur qui permet de les distinguer. Mais en tout état de cause, vous avez des fonctionnaires de police qui sont en configuration de maintien de l'ordre et qui sont là pour essayer de repousser des personnes sur l'avenue des Champs-Élysées, qui, pour certaines d'entre elles, ont détruit du mobilier urbain ou commettent encore quelques exactions. Et parallèlement à ces effectifs-là, qui sont équipés de façon un petit peu plus lourde, vous avez d'autres policiers qu'on ne voit pas à l'image, qui sont ceux qui sont censés réaliser et procéder à un certain nombre d'interpellations, et notamment ceux des brigades de répression de l'action violente motorisée, les fameuses Bravem. Et donc tout l'enjeu pour la soirée, c'est que les effectifs ont été prépositionnés dans la ville et qu'il faut les envoyer dans certains endroits sur un préavis relativement court, avec des délais d'intervention raccourcis dès l'instant où des exactions sont commises pour interpeller massivement. Et ça va durer encore, de 2 à 3 heures. C'est-à-dire que une situation où un rapport de force serait inversé, on peut raisonnablement l'espérer pour 2 heures du matin dans une situation comme celle-ci. Donc là, on est quand même parti au devant d'une nuit qui est pas évidente. Et moi, je décorrèle ça complètement du football. Une nuit qui n'est pas évidente, mais que vous, en tant que consultant police-justice de TF1 LCI, vous avez déjà vu ce genre d'incident lors d'événements sportifs. C'est assez fréquent. Ça n'est pas une nuit particulière. Non, c'est assez fréquent parce que, en fait, moi je le décorrèle du football. C'est pas du hooliganisme, c'est pas du supporterisme. On est vraiment face à des individus qui, 1, ne résident pas à Paris, 2, n'étaient pas particulièrement dans les bars pour suivre le match, 3, je ne sais pas quels sont leurs liens avec le Paris Saint-Germain, s'ils ont vraiment supporters et s'ils seraient juste de la victoire. Mais il y a une certitude, c'est qu'ils sont venus. Là, vous avez à l'écran les policiers des Braves. Guillaume, nous avons à l'écran les policiers des Braves qui arrivent sur le périphérique, justement, là où nous étions tout à l'heure et nous constations qu'il y avait un envahissement des voies. Donc les forces de l'ordre, Guillaume Fard, sont enfin arrivées. Oui, voilà. Donc en fait, il fallait dépêcher des moyens sur place. Les moyens les plus mobiles sont les brigades de répression de l'action violente motorisées, parce qu'elles se déplacent en moto. Donc ce sont celles qui sont les plus rapides. Donc là, vous avez une brigade de répression de l'action violente qui est arrivée. Ceux qui ont les casques blancs sont ceux qui conduisent les motos. Ceux qui ont les casques noirs sont les équipiers qui en descendent et qui ensuite vont aller à pied, c'est ce qu'on voit. Déloger les personnes. Donc comment vous procédez? Vous allez d'abord envoyer du gaz lacrymogène pour essayer de disperser un certain nombre. Et puis quand vous le pouvez, vous allez